mensuel organisé par l'association des Amis de l'Université. Donc merci de remplir nos salles à chaque fois. Pensez à vous inscrire, on a des petites salles de 140 places qui se remplissent très très vite. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur la liste d'attente, on vous envoie des mails, des messages quand les places se libèrent. C'est déjà arrivé qu'on a laissé des gens dehors, donc pensez vraiment à vous inscrire, c'est important. Et puis on a aussi obligation par rapport à la législation. Donc voilà. Juste vous annoncer les quelques petits spectacles à venir ou projections. Ce week-end, dans le cadre des projections avec l'association des cinéastes de la Réunion, qui regroupe environ 80 auteurs, autrices, réalisateurs du cinéma à la Réunion, ils vous présentent un film qui leur a fait aimer le cinéma. Et après, derrière, on débat sur le film, celles et ceux qui veulent rester, bien sûr. Donc là, c'est Aïe Origine, c'est un ovni cinématographique complètement, c'est à découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment magnifique. La semaine prochaine, ça sera le festival des Arts de la Marche. Les Arts de la Marche et la compagnie Danse en l'air, c'est la 2e édition. C'est autour des arts et du handicap. Ça sera sur la commune de Saint-Paul et ici à l'espace. Donc le vendredi, samedi, dimanche prochain, ça sera également devant l'espace, une petite mode guinguette dehors, avec des surprises, des DJ, des animations musicales, etc. On aura également ici dans notre salle Les Illuminés, qui est un spectacle magnifique autour du handicap, avec les porteurs de handicap sur scène, mais également une violoncelliste, Stéphanie Ao, et plein de choses complètement magiques pour avoir vu les répétitions. C'est juste plein de poésie, plein de magie, plein de douceur, donc à découvrir. Ce sera mardi prochain, qui s'appelle Les Illuminés. Le lendemain, nous avons une conférence également gratuite sur inscription sur comment on travaille avec l'art sur l'inclusion de tous les publics. Voilà, donc à découvrir cette conférence. Et jeudi, nous aurons un film qui s'appelle Hasta la Vista, qui est juste un petit bijou cinématographique aussi. Ce sont des petits prix à 3,50 €, profitez-en pour avoir du cinéma. C'est également 2 personnes porteurs de handicap, je ne vais pas dire plus, voilà, autistes, comment ils abordent la sexualité et plus, et comment ils vont faire un parcours. C'est juste plein d'humour, plein de poésie, plein de douceur. Hasta la vista. Vous avez tout le programme du Festival des Arts de la Marge également, qui est à disposition à l'entrée. Il y a des petits prospectus sur tout ce qui s'y passe. Vendredi, il y a un magnifique spectacle aussi qui se passe au théâtre plein air de Saint-Gilles dans ce cadre-là. Ça a joué au Francophonie jeudi soir. Derrière, ça a fait un succès. Les journalistes ont dit que ça reste le plus beau concert des Francopholies qui a eu lieu. Donc allez voir, c'est vendredi soir au théâtre plein air de Saint-Gilles. Juste après, on enchaînera, je finis avec ça, le festival Le Temps des Femmes, organisé par l'Union des Femmes Réunionnaises et Oana Cinéma, dirigé par Armand Dauphin. Je veux dire que ce sont des films, c'est gratuit, c'est sur inscription, donc pensez à vous inscrire, c'est dans cette salle. Ce sont des films qui ont été sélectionnés pendant 10 mois par un jury, des films qui parlent de différentes problématiques et autres autour de la femme. Et derrière, il y a un débat avec des personnes concernées par les films. Il y a des films magnifiques, pour en avoir vu quelques-uns. Je vous en conseille un que j'ai découvert sur un festival en Inde qui s'appelle Radio Kobani. C'est juste, voilà, j'ai des frissons, rien que d'en parler. Donc je vais passer la parole à Didier Bouc, qui représente l'association des Amis de l'Université. Donc je vous remercie, et je vous remercie à Chloé aussi, merci beaucoup pour proposer cette conférence. C'est un grand honneur et grand merci de venir nous présenter cette conférence. Je vous souhaite une belle soirée. Merci David, merci à l'espace de nous recevoir. C'est toujours des remerciements bien sincères. Donc David vous a présenté le programme de l'espace. Moi je vais vous présenter très rapidement le programme des conférences, non pas sur l'espace que je l'avais déjà fait la semaine dernière, et vous aurez à la sortie, parce que j'ai oublié de vous le distribuer tout à l'heure, avant, c'est bien dommage. En tout cas, n'oubliez pas de récupérer le petit programme de nos conférences. Il y a les conférences qui auront lieu donc à l'espace, mais également celles qui auront lieu en mairie de Saint-Paul, à savoir soit en salle de conseil municipal, soit à la Longère Sud-Elfuma. Ceux qui ne connaissent pas la Longère Sud-Elfuma, elle se situe ce qu'on appelle place du Général de Gaulle, qui est en fait les jardins de l'hôtel de ville, la place de l'hôtel de ville, qui est située, quand vous regardez la mairie, sur votre droite. Voilà, où il y a des expositions régulières sur patrimonial. Voilà, donc vous avez tout le programme sur cette petite feuille, recto verso, qui est sur la table en sortant, donc vous êtes obligé de la prendre en sortant pour avoir l'information que je vais vous donner par oral très rapidement.
Donc la prochaine conférence pour les amis de l'université à l'espace, le Comte de Lille, ce sera celle qui sera donnée par Hippolyte, donc en octobre, le 9 octobre. Mais avant, nous aurons cette conférence qui s'appelle Le murmure de la mer. Donc c'est une conférence très particulière qui est liée à une expérience qu'a vécue, je dirais de façon tragique, puisque tout est tragique malheureusement dans cet épisode. Il s'agit de la migration en Méditerranée qui est soutenue par SOS Méditerranée sur le bateau Océan Viking. Et Hippolyte, courageusement, a participé en tant que bénévole à cet accueil des immigrés sur le bateau. Et on a fait une BD qu'il appelle lui-même BD reportage, qui est absolument remarquable. Donc Hippolyte est un fabuleux illustrateur et aussi un grand cœur, et donc on aura la possibilité donc de le rencontrer le mercredi 9 octobre. Donc surtout venez nous voir à cette occasion, donc à 18h30. Alors, pour ce qui est des conférences en mairie de Saint-Paul, vous savez qu'elles sont en rapport avec notre patrimoine, notre histoire réunionnaise. Et la première, ce sera le 20 septembre, dans le cadre des JEP, des Journées européennes du patrimoine. Et nous aurons la chance de recevoir Nicolas Géraudot. Pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment un orateur brillantissime et avec beaucoup de compétences, et qui nous parlera de la fameuse pierre gravée du Tapcal, dans un haut lieu de marronnage. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous voulez en savoir plus sur le marronnage, surtout n'oubliez pas de venir le 20 septembre à 18h, donc en salle du conseil municipal. Oui, le 20 c'est bien un vendredi. Nous avons été contraints par rapport aux dates des JEP. Voilà, donc il s'agit bien d'un vendredi, alors que nos rendez-vous habituels en mairie sont, merci Michel pour cette information d'ailleurs, c'est le jeudi, alors qu'ici nous avons nos rendez-vous le mercredi. Ensuite, le jeudi 10 octobre, en salle du conseil municipal, donc au mois d'octobre, nous avons la deuxième conférence sur le thème du patrimoine, avec aussi un beau rendez-vous qui nous est offert par Adolphe Maillot, qui a été lauréat du prix Jeune Écrivain et du prix Honoré, et qui s'intéresse aux fables de La Fontaine, qu'il a traduit en créole. Donc venez écouter sa conférence, qui est une conférence particulière puisqu'elle sera musicale. Et donc nous aurons l'occasion d'écouter certaines des fables de La Fontaine. Et il a intitulé sa conférence « Fables pour Grand Marmaille ». Le mardi 15 octobre, toujours en salle du conseil municipal à 18h, nous avons invité Thierry Nicolas Tchakaloff. Alors pour ceux qui aiment le patrimoine, là c'est quelqu'un d'une grande notoriété puisqu'il est cofondateur du Madois, et qu'il a bien sûr une collection de meubles créoles, mais qu'il a surtout une compétence à nous faire vivre cette époque. Et là on parlera du mobilier à Bourbon au XVIIIe siècle, donc en salle du conseil municipal. Et il nous proposera une deuxième conférence dont le lieu n'est pas encore fixé, qui aura sur la thème de la décoration intérieure, donc dans les, je vais venir, des intérieurs à La Réunion, au XVIIIe et XIXe siècle. Alors ça, on vous précisera le lieu et la date précisément ultérieurement. Pour le mois de novembre, nous aurons une conférence le 14 novembre, le jeudi 14 novembre à 18h à la Longère Sud-Elfuma, qui aura pour titre Camille Jurien, une femme atypique, et qui sera présentée par Florence Rivière. Alors Camille Jurien est malheureusement assez peu connue du grand public. C'est une femme qui est remarquable par rapport à l'attitude qu'elle a pu avoir au moment de l'abolition de l'esclavage. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une femme de caractère, avec ses convictions, sa spiritualité, et qui a fait pas mal de bien autour d'elle grâce à ce qu'elle a pu faire au moment de l'abolition de l'esclavage. Venez voir et vous en saurez davantage. Et c'est Florence Rivière, qui est cofondatrice et présidente du mémorial Camille Jurien, qui se situe à Sainte-Suzanne, qui vous en parlera. Le mercredi 27 novembre, à 18h30, donc nous revenons à l'espace.
donc mercredi soir 18h30, c'est ça notre rendez-vous, vous le savez. Et là, nous parlerons d'autonomie de souveraineté alimentaire à La Réunion. Où en est-on? Avec Bernard Padet et Stéphane Leduf pour le collectif Oasis. Pour terminer notre saison, nous aurons une conférence sur le patrimoine. Le jeudi 5 décembre, nous n'en aurons pas dans la salle L'Espace Le Comte de Lille pour le mois de décembre, qui s'intitule « Clotilde, une figure féminine entre servitude et liberté » par Expédite Lahope-Cerneau. Et c'est un témoignage en fait, c'est-à-dire que par rapport à sa famille, Madame Expédite Lahope a pu tracer le profil d'une esclave qui a après donc vécu toute une période après l'abolition de l'esclavage, où là elle a vraiment été, dans une profession de sage-femme et elle a réussi donc à se libérer totalement à la fois de l'emprise matérielle et a pu gagner sa liberté. Donc vous verrez que c'est intéressant parce que là on ne parle pas d'esclave en tant que, je dirais, système, mais là en tant que personnalité, et on raconte le système au travers de cette personne, et c'est quand même quelque chose d'assez particulier et de très intéressant. Voilà, donc il s'agit de Clotilde, une figure féminine entre servitude et liberté, d'Expédite Lahope-Cerneau. Voilà pour nos conférences, donc n'oubliez pas de prendre le petit document en sortant. Donc on vient tout de suite maintenant, après cette introduction un petit peu longue, j'en suis désolé Adrien, donc à la conférence de ce soir, qui est donc, comme vous le savez, va nous parler pas seulement des baleines je pense, mais des cétacés de la Réunion, qui est intitulé très justement « Un patrimoine naturel exceptionnel ». Et je dois dire qu'au départ, nous devions accueillir à la fois Jean-Marc Gansille, qui est en fait chargé de la sensibilisation et du développement dans le cadre de l'ONG Globis, mais qui malheureusement ce soir n'a pas pu être présent. Et il devait être présent avec Adrien Fajot, qui est ici présent. Et donc Adrien est là pour nous faire cette conférence, et je crois qu'on peut l'applaudir, le remercier de sa disponibilité. Et je précise qu'Adrien est bioacousticien, donc en plus on aura la chance d'avoir un éclairage scientifique sur cette conférence, en particulier sur ces magnifiques champs de baleines. Voilà. Alors, depuis quelques années, je vais lire mon texte, parce que... Bon, je vais lire mon texte, voilà. Non, il y a des moments, c'est plus à l'aise, je suis plus à l'aise pour ça, pour moi en tout cas. Alors, depuis quelques années, les baleines à bosse sont devenues les compagnes familières de nos côtes durant l'hiver austral. Un phénomène qui nous comble et qui nous étonne d'année en année, tellement cette fréquentation s'est accrue rapidement sur une courte période. Elles nous sont familières, ces baleines, mais pourtant encore si mystérieuses. Je me souviens de cette exposition au musée Stella de Saint-Leu, ouverte en juillet 2017, donc il y a quelques années, qui s'intitulait « Cétacés mystérieux ». J'imagine que depuis le fameux congrès mondial de la baleine à bosse qui s'était tenu à cette occasion du 3 au 7 juillet 2017, que le mystère s'est un peu atténué et que du chemin a été parcouru sur la connaissance de ces fameuses baleines. C'est bien ce que nous attendons ce soir, en savoir un peu plus, en imaginant que bien des mystères resteront pour autant en l'état. Et c'est ce qui en fait le charme et l'attractivité un peu envoûtante de ce monde des cétacés. Car nous sommes souvent comme hypnotisés quand nous scrutons l'horizon avec l'espoir de voir le jaillissement d'un souffle ou d'un dos ou du long. Hypnotisés par la beauté et par ces animaux merveilleux qui se découvrent juste un peu à nous. La Réunion est devenue en quelques années une terre privilégiée d'accueil de baleines à bosse, qui en font même son image à l'international et au niveau touristique. Voilà donc un nouveau patrimoine naturel que nous devons apprécier à sa juste valeur et qui nous oblige à de nouvelles responsabilités, celle de mériter d'être ce lieu apprécié et fragile des baleines pour mettre bas ou s'accoupler. Quoi de plus précieux pour ces mammifères que de donner vie dans nos eaux ? Cela mérite respect et tendresse. Ce soir, Adrien Fajot et Globis vont donc nous montrer quel joyau nous avons la chance de posséder dans notre océan,
sur notre terre réunionnaise. Voilà, donc nous allons laisser la parole à Adrien, car on a beaucoup parlé en introduction. Je vous prendrai la parole, bien sûr, comme d'habitude, après sa présentation. Et je suis sûr que les questions vont être nombreuses et toujours aussi pertinentes. Voilà. À tout à l'heure. Merci pour cette introduction. Merci pour l'invitation, merci à la salle et surtout merci à vous tous de vous être déplacés et de venir assister à tout ça. On va essayer d'être à la hauteur du propos et de vos attentes. Donc voilà le but, on a mis un titre, les cétacés de la Réunion, un patrimoine naturel exceptionnel. Il y a tellement de choses à dire sur les dauphins, les baleines. Cette conférence, il va y avoir deux aspects. Le premier, ça va être de vous montrer ce fameux patrimoine naturel, toute cette diversité, parce qu'on parle toujours de la baleine à bosse, de un ou deux dauphins, mais vous montrer qu'à La Réunion, il y a tellement de choses à voir, c'est vraiment le paradis des cétacés. Et après, faire un zoom sur la baleine à bosse, parce que c'est quand même elle la star de nos zones, et à travers toutes nos études scientifiques, mais tout ce qu'on apprend au quotidien et tout ce qu'on met en œuvre après pour les préserver. Donc, comme ça a été justement dit dans l'introduction, donc je m'appelle Adrien, donc Adrien Fajot, je suis arrivé à Globis et à La Réunion en même temps en 2019 pour étudier le champ de la baleine à bosse. Et donc voilà, maintenant ça fait 5 ans que je suis là et que je fais ce métier passionnant. À main levée, qui connaît Globis ? Plus facile, à main levée, qui ne connaît pas Globis ? Parfait, donc comme ça, je peux quand même raconter ce qu'est Globis. Donc Globis, c'est une association au pays assez ancienne quand même, qui a été créée en 2001, donc il y a plus de 20 ans, par des passionnés qui tout d'abord se mettaient à l'eau avec les cétacés, à l'époque où peu de personnes faisaient ça, et ils ont voulu en apprendre plus, et donc ils ont monté cette association. Et donc au fur et à mesure, Globis a grandi au travers de ses bénévoles, de ses scientifiques, et donc maintenant on est une équipe de 7 salariés, donc 4 scientifiques, et surtout, on s'appuie sur 300 bénévoles qui nous aident au quotidien pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe et sensibiliser tout le monde à toutes ces questions. Très rapidement, parce que c'est important aussi, Globis agit à l'échelle de La Réunion, mais pas que. On est vraiment dans une zone qui est magique, un terrain de jeu de fou. Tout ce qui est baleines et dauphins, ils ne vont pas s'arrêter à nos frontières. Ils vont vraiment bouger de partout. Et c'est pour ça qu'on a co-créé un réseau de chercheurs qu'on appelle 127. Donc le but, c'est que dans la zone, tous les chercheurs qui sont un peu présents là travaillent ensemble. Donc voilà, il y en a un peu partout. C'est beaucoup d'associations, des chercheurs, des labos. Et voilà, 50 membres à travers tout l'océan Indien. Et pour faire briller cette recherche, pas qu'à l'échelle de La Réunion, mais à l'échelle de l'océan Indien. C'est vraiment important de comprendre. On nous demande Globis souvent comment vous êtes financé. On a beaucoup de sous qui viennent de la région, de l'Union européenne. Il y a beaucoup de pays tout autour qui n'ont pas cette chance d'avoir autant d'argent. Donc on se doit aussi, nous, à La Réunion, pouvoir être moteur de toute cette recherche à l'échelle internationale. Donc Globis, avant tout, c'est quand même de la recherche scientifique. Donc on va faire plein de choses. Il y a plein de programmes différents qu'on ne va pas pouvoir tout passer en revue, mais beaucoup d'inventaires de distribution. On va suivre des espèces qu'on croise tout le temps et très souvent. Donc il y a la baleine à bosse qui vient nous voir chaque hiver, mais il y a aussi des dauphins côtiers, on va le voir tout à l'heure, qui sont présents tout le temps autour de nos côtes. On va le faire avec plein de méthodes scientifiques différentes. C'est ce qu'on va découvrir pendant cette conférence. Des méthodes bioacoustiques, génétiques, satellitaires, de photos. Voilà, tout un panel d'outils qui nous permet d'en apprendre plus. Et donc tout ça, ça va notamment nous aider à animer des plans de conservation, à faire du publication scientifique et à rendre cette connaissance accessible à tous et toutes. Globis, et c'est aussi souvent pour ça que vous en entendez parler à La Réunion, il y a certes de la science, mais il y a aussi beaucoup d'éducation et de sensibilisation. Voilà, ça a été toujours un des cœurs du projet de Globis. Depuis longtemps avec les marmailles dans les écoles. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'on a monté, c'est ce qui est en haut à gauche, un conteneur qu'on a aménagé, qu'on appelle le campus cétacé mobile, et qui se déplace tous les mois ou tous les 2 mois un peu partout sur l'île. Pas que au travers des côtes. Là en ce moment il est à Plaine des Palmiers, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, pour rendre cette connaissance accessible à tous, donc beaucoup pour les marmailles, c'est beaucoup les classes qui viennent découvrir le monde des cétacés, mais il y a aussi des journées portes ouvertes. Et donc voilà, si vous êtes intéressé pour découvrir tout ça, il y a plein d'informations sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, et puis la sensibilisation, ça passe aussi par des conférences comme on fait ici, des conférences scientifiques, des formations professionnelles pour que tous les acteurs du plan d'eau et autres aient accès un peu à toute cette connaissance. Et voilà, et diffuser au maximum du contenu.
pour être un peu la parole et la parole de défense des cétacés à La Réunion. On a une énorme vie associative aussi, on compte 300 bénévoles, il y en a qui sont là et qu'on croise à toutes les conférences d'ailleurs, ils nous voient répéter toujours les mêmes choses, mais ils sont toujours là, ils sont géniaux. Et voilà, cette vie associative, tous ces bénévoles nous aident beaucoup à collecter des données en mer. Voilà, Globis, c'est plus de 200, voire je crois que c'est 250 sorties à l'année, donc c'est énorme. Nous, en tant que salariés, on ne peut pas toutes les faire, et donc on compte sur ces bénévoles qui sont photographes, observateurs, capitaines, scripts, pour collecter de la donnée scientifique sur le terrain. Mais ça ne va pas s'arrêter là, ils vont énormément nous aider pour toutes ces actions de sensibilisation aussi. Et sans eux, on serait juste rien. On a aussi tout un nouveau volet pour notamment ces bénévoles depuis quelques années, et je l'ai mis parce que c'est un programme qui me tient à cœur et qu'on a monté, dont je suis responsable depuis maintenant 2 ans. C'est ce qu'on appelle des explorations Nemo, c'est-à-dire qu'on embarque des observateurs sur des bateaux qui partent à l'échelle de plusieurs semaines dans tout l'océan Indien. On profite de plateformes opportunistiques, donc de bateaux scientifiques, de contrôle, qui vont dans des eaux, voilà, des bateaux super chers que nous, on n'aurait pas les moyens de louer comme ça sur des semaines. Donc on profite des places, on emmène des observateurs pour récolter de la donnée, pas que sur les cétacés, aussi sur les autres mégafaunes marines, mais nous, ce qui nous intéresse surtout à Globis, c'est les cétacés. Et voilà, c'est des opportunités aussi que nos bénévoles peuvent prendre maintenant depuis quelques mois. On coordonne aussi le réseau échouage, donc malheureusement cette année pour l'instant on n'en a pas eu, mais l'année dernière ceux qui étaient là se rappellent notamment cet échouage qui avait eu du baleineau qui était arrivé de l'autre côté de la barrière au niveau du lagon de la Saline. Voilà, quand on a un animal qui est en détresse ou qui va être mort, souvent quand il est en détresse, le premier réflexe ça va être tout de suite essayer de se le remettre à l'eau. Donc voilà, on ne va pas blâmer les gens pour ça, mais il faut savoir que toutes ces démarches d'intervention sur des animaux qui sont en péril, voilà, c'est encadré par la loi, il faut avoir une carte verte. Donc nous, on a des membres à Globis qui sont habilités pour cela. Et voilà, il y a toutes des démarches à faire. Et donc nous, on coordonne ce réseau pour tout ce qui est cétacé. Et on fait énormément de sciences participatives. Donc voilà, on essaye de s'ouvrir un peu aussi à toute la population. Donc les citoyens aussi aident à collecter de la donnée. On en reparlera plus tard. Mais il y a des programmes de collecte de données sur la baleine à bosse, sur les données de photo-identification. Certains ont dû entendre, cette année, on a lancé une application pour observer les baleines depuis la côte aussi. Et voilà, c'est les 2 principales applications qu'on utilise au quotidien. Donc ça, c'était juste pour la rapide introduction des cétacés. Maintenant, on va passer à la partie où je vais présenter un peu tous les dauphins et baleines qu'on rencontre à La Réunion. Quand on parle de mammifères marins, donc mammifères, je pense que la plupart de vous savez, donc c'est des animaux qui respirent, qui allaitent leurs petits. On va différencier dans les mammifères marins tout ce qui est cétacés, donc ce qui nous intéresse, baleines et dauphins. Mais les mammifères marins, c'est aussi autre chose. Il y a notamment les siréniens, donc dugong et lamantin. Dugong, on n'en a pas à La Réunion, mais vous pouvez en retrouver le long des côtes de Madagascar. Il y en a encore quelques-uns à Mayotte. Et voilà, il va y avoir aussi tout ce qui est pinnipèdes, donc phoques, otaries et morses, voilà, qui normalement ne sont pas sous nos latitudes. Mais ça peut arriver des fois qu'on a des individus qui viennent s'échouer. Il y en a qui se souviennent de Noël, ou même Alan avant qui avait passé du temps au Tremblay. Et voilà, on a eu aussi là récemment une petite otarie qui avait été retrouvée au niveau du port de Sainte-Rose, donc ça peut arriver. Mais bon, c'est pas leur terre. Donc voilà, il y a une évolution depuis des années. Donc voilà, avant c'était des animaux terrestres. Donc l'ancêtre commun à tous les cétacés, c'est ce fameux Pachycétus qui est un mélange entre un loup et un tang à peu près. Et au fur et à mesure, il est reparti sous l'eau. Il a perdu tout ce qui était pattes. Et au fur et à mesure de l'évolution et des millions d'années, on est arrivé aux cétacés. Mais voilà, si vous prenez une nageoire de dauphin ou une pectorale de baleine, vous retrouvez cette structure de la main qui existe encore au niveau des os. Pour rappeler qu'à l'époque, c'était des animaux terrestres. Voilà tous les Pokémon qu'on peut trouver dans l'océan Indien. Donc ça, c'est tous ceux qui sont possibles de trouver dans l'océan Indien. Donc c'est 32, je crois de tête, c'est à peu près, il y a 90 espèces de cétacés qui ont été décrites pour l'instant dans le monde. Alors, pour présenter un peu tout ça, déjà, il faut séparer 2 grandes familles. Si vous prenez le grand carré qui est en haut à droite, où il y a marqué baleine à fanon, donc ça va être une première grande partie des cétacés, ce qu'on va appeler les baleines à fanon ou mysticètes. Donc, pour les reconnaître, elles n'ont pas de dents, elles ont des fanons, donc c'est ces grandes lames de kératine
qui permettent de filtrer leur nourriture. Une autre caractéristique pour être sûr que c'est un mysticète, c'est qu'elles ont un évent, donc le trou par lequel elles vont respirer, qui va avoir 2 orifices. Tous les autres, donc on prend tout ce qui est à gauche et en plus les banana becs qui sont en dessous, ça va être des odontocètes, ou baleines à dents aussi qu'on appelle. Donc là on oublie les fanons, ils ont toutes des dents, et l'évent va avoir lui qu'un seul orifice. Donc c'est comme ça, c'est un mémo assez rapide pour différencier les mysticètes des odontocètes. Hop. Et sur ces 32, pour l'instant, on en a décrit 25 à La Réunion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. C'est sûr qu'il y en a encore plus dans nos eaux qu'on va découvrir dans les années à venir. Mais voilà, c'est déjà énorme et ça montre que voilà, on a vraiment un hotspot de biodiversité en point de vue des cétacés à La Réunion. C'est assez exceptionnel. Voilà. Vous allez par exemple en Méditerranée, il n'y a que 9 espèces de cétacés dans toute la Méditerranée. Ici, rien qu'à La Réunion, on en a 25 autour de chez nous. Ce qui est énorme. On va passer rapide en revue, comme ça va permettre de montrer des jolies photos et puis de donner un peu des anecdotes et présenter rapidement toutes les espèces qu'on voit à La Réunion et que la plupart du temps, on n'a même pas idée qu'elles sont ici. Donc 13 espèces de delphinidés, donc on sépare entre dauphins et grands dauphins. On commence par lui, c'est le plus connu, le grand dauphin, Tursiops truncatus, qu'on retrouve partout dans tous les océans du monde. Pour la faire simple, c'est Flipper, ou Winter le dauphin pour les nouvelles générations. Voilà, c'est aussi beaucoup le dauphin malheureusement qu'on retrouve dans tous les bassins, tous les aquariums. C'est un beau bébé, il fait 4 mètres, il peut aller jusqu'à 4 mètres, donc ce qui est quand même gros pour un dauphin. Et voilà, lui il adore jouer, on le retrouve vraiment fréquemment autour de La Réunion. Il y a son cousin, donc quand je dis cousin, vous voyez que lui s'appelle Tursiops truncatus, et donc Tursiops sanancus, donc le grand dauphin de l'Indo-Pacifique, qui lui ressemble beaucoup, mais qui est un peu plus petit, un peu plus clair, qu'il y a notamment pour les vieux individus, là vous le voyez, des taches à ce niveau-là. Donc lui, on va le retrouver surtout dans la zone océan Indien et Pacifique, mais ça va être un dauphin très côtier. À La Réunion, en 2012, on avait fait une estimation, il n'y avait que 70 individus autour de La Réunion, c'est très peu. Et comme ils sont très côtiers, c'est des dauphins qui ne vont pas bouger d'île en île. Voilà, il ne va pas y avoir d'échange avec Maurice ou avec Madagascar, par exemple. Donc nous, c'est une population qu'on suit énormément, qui pour l'instant se porte très bien. Là, on est en train de réévaluer un peu leur nombre. Ils se portent très bien, mais bon, que 70 individus, on se doit d'être vigilant. Et puis comme c'est des dauphins très côtiers, ils peuvent être sujets à toutes les menaces, tous les chantiers qui se passent très proches de nos côtes. Ça, ceux qui sortent dans l'ouest ont l'habitude de le voir, c'est le dauphin qu'on voit le plus facilement à La Réunion, c'est le dauphin long-bec. Pourquoi ? Parce qu'il a un long bec, c'est assez simple. On le reconnaît notamment parce qu'il a 3 couleurs, et en termes de comportement, c'est le seul dauphin qui va faire des vrilles, d'où son nom en anglais, spinner dolphin. Il va pouvoir faire jusqu'à 7 fois le tour de lui-même en sautant. Donc voilà, essayez chez vous ce soir, vous allez voir que c'est plutôt une belle performance. Donc voilà, il y a à peu près, je crois, c'est 200 dauphins à l'échelle de La Réunion, c'est un même groupe qu'on retrouve beaucoup dans l'ouest. Pourquoi ? Parce qu'ils se reposent là le matin, ils sont proches des côtes pour se reposer. C'est pour ça qu'il est assez facile de les voir. Et puis l'après-midi et le soir, ils partent un peu plus au large pour leurs activités de chasse notamment. Donc pareil, on est toujours sur le genre Stenella, la Stenella longirostris. On passe au dauphin tacheté pantropical, qui ressemble énormément au long bec, mais lui qu'on va trouver beaucoup plus au large. On a entre 2 et 6 000 autour de La Réunion. C'est souvent des bancs énormes, et comme ils sont très au large, souvent dès qu'on les voit, ils viennent jouer au bateau par dizaines. Donc pourquoi tacheter ? Vous voyez, c'est des petites taches blanches qu'on voit. Ici, c'est un vieil individu. Les taches apparaissent vraiment avec l'âge. Là, vous avez un jeune qui est juste devant, il n'a pas encore toutes ces taches. Donc voilà, ça reste un dauphin tacheté, mais les taches, il faut vraiment les voir de très proche. On appelle dauphin à paillettes, des fois aussi. Les opérateurs adorent l'appeler comme ça. Encore un autre Stenella, celui-là beaucoup plus rare, le dauphin bleu et blanc, lui qu'on va trouver beaucoup en Méditerranée. Ici dans nos eaux, il est vraiment très rare, il a été vu que 3 fois, 3 fois à La Réunion. Donc voilà, lui il va être assez furtif dans nos eaux et puis il va être vraiment très au large, donc beaucoup plus difficile à observer. Pour ceux qui ont la chance de sortir dans le sud, depuis Saint-Pierre, on a vraiment la chance d'avoir une population de 2 espèces de dauphins. Espèces rares. On va passer sur des dauphins un peu plus gros maintenant. Là, ils faisaient maximum entre 2 et 4 mètres. Là, on passe sur les globicéphales. Globicéphales tropicales, parce qu'il y a 2 espèces dans le monde, mais ici, on n'a que les globicéphales tropicales.
Voilà, là on peut avoir des individus qui font jusqu'à 6-7 mètres. Le mâle va être beaucoup plus gros que la femelle. La photo que vous voyez ici, vous voyez la différence de taille de dorsale entre le mâle et la femelle. Et voilà, ils vont avoir cette grosse tête caractéristique. Très proche des côtes, on va très peu le voir. Les pêcheurs les voient beaucoup plus parce qu'avec eux et les pseudorques, l'espèce juste à côté, ils vont beaucoup déprédater sur les lignes. C'est-à-dire que les pêcheurs vont pêcher le poisson et les animaux vont venir directement sur servir. Voilà, c'est gratuit, c'est pas cher, donc ils profitent. Donc voilà, il va y avoir entre guillemets beaucoup d'interactions et c'est des problématiques qu'on étudie aussi pour que tout le monde soit content. Voilà. Et donc le pseudorque, voilà, il ressemble un peu au globicéphale, mais quand même beaucoup plus allongé. Mais pareil, on est sur des grands dauphins qui mesurent entre 6 et 7 mètres et avec une dorsale beaucoup plus petite. Et ils ont moins ce côté globe que les globicéphales sur la tête. Ça on adore, souvent tout le monde demande est-ce qu'il y a des orques à La Réunion ? Il y en a, mais c'est très rare. Voilà, il y a eu un passage l'année dernière où ça avait fait les grands titres des journaux, des pêcheurs avaient eu ça à 15 000 devant étang salé. Mais voilà, ça reste des animaux qui préfèrent quand même les eaux froides, mais on trouve quand même dans les eaux tropicales. À Mayotte, ils ont souvent un ou deux passages par an, mais ça reste extrêmement rare. En tout cas, c'est pas des populations qui restent juste autour de La Réunion. Maintenant, on quitte les delphinidés et on va passer sur les espèces de cachalots, donc Physteridés et Cogidés. Celui-là, la plupart des gens le connaissent, donc c'est le grand cachalot qu'on repère très bien. Il a vraiment une tête qui ressemble à aucune autre baleine. Pour le repérer en mer, il y a quelque chose de super simple, c'est qu'il a son souffle, vous voyez sur la photo, qui part à 45 degrés sur le côté gauche. Donc voilà, contrairement à une baleine où le souffle va s'élever tout droit. Il y en a beaucoup à Maurice. Les cachalots, il faut savoir que les femelles et petits, ils vivent en petites familles. Ils sont résidents. À Maurice, ça va être des groupes résidents qui vont rester, donc famille et petits. Et les mâles, eux, vont faire des allers-retours entre les différents groupes de femelles et petits et les aires de nourrissage, des fois où ils vont aller même jusqu'en Antarctique. Donc voilà, à la Maurice, ils ont la chance d'en avoir. Nous, à La Réunion, on n'a pas de population résidente. On avait une fois une famille qui avait essayé de s'installer juste après le Covid, mais malheureusement avec la reprise du trafic maritime, je pense qu'elles n'ont pas fait long feu. Mais voilà, les quelques individus qu'on va voir à l'année, souvent c'est 1 à 2 signalements par an, ça va être des mâles en transit, souvent. Ça, beaucoup moins connu, le cachalot nain. On va mettre une petite vidéo qui a été filmée par mon ami Josias. C'est vraiment un des pires cétacés à observer. Là en drone, c'est chouette, ça fait des belles images, mais voilà, on va avoir ce comportement de surface, aucune activité en surface, ils ne vont pas venir au bateau, et souvent quand on s'approche à moins de 800 mètres d'eux, ils vont se sonder, ils vont juste disparaître sous l'eau, et on ne va plus jamais les revoir. Donc voilà, c'est des espèces très difficiles à étudier, mais on essaye quand même d'avoir de plus en plus d'informations sur elles, parce qu'on a eu sur ces 5 dernières années au moins 3 ou 4 échouages d'affilée de ces animaux, souvent dans le nord de l'île, donc on essaye de comprendre un peu la taille de cette population, et qu'est-ce qui pourrait pousser à tous ces échouages. Et en termes d'espèces furtives, il y a son cousin, donc la Cogiacima pour le cachalot nain et le cachalot pygmée, Cogia breviceps, qui est la dernière en date espèce à avoir été décrite à La Réunion, voilà, sur une photo, et c'est cette courbe qui est un peu différente du cachalot nain qui permet de les différencier. Mais pareil, on est sur une espèce très furtive, et là, vu qu'une seule fois pour l'instant à La Réunion. En parlant d'espèces furtives, qui connaît les baleines à bec? Qui a déjà entendu? Ouais. Comme quoi, on parle toujours de la baleine à bosse des dauphins, mais il y a plein d'espèces que personne connaît. Les baleines à bec, c'est des espèces hyper intéressantes, mais en fait qui passent énormément de temps en profondeur, très furtives, au large, donc on sait quasiment rien dessus. Toutes les nouvelles espèces de cétacés qui sont décrites là, ces dernières années, c'est toujours des espèces de baleines à bec, et le plus souvent, en fait, elles sont décrites grâce à des échouages, parce qu'en mer, c'est très dur de les observer. Là, c'est une photo qui a été faite juste il y a quelques jours sur la baleine à bec de Blainville, qui est une espèce qu'on voit quand même pas mal de fois à La Réunion, tout autour de La Réunion. Donc ça reste, elle a le nom de baleine à bec, mais ça reste quand même de la famille des odontocètes, parce qu'elle a des dents. Là c'est une femelle, mais le mâle lui va avoir ses 2 dents qui vont sortir de chaque côté, qui vont lui donner vraiment un aspect de dinosaure. Et pareil, ils ont cette dorsale qui est bien 3/4 arrière sur le corps, qui peut faire penser aussi à ce qu'on retrouve chez les baleines. Toutes les marques blanches que vous voyez là, c'est des cicatrices de squalelets, c'est des petits requins qui prélèvent des petits bouts de peau en profondeur. Donc voilà, tout ça c'est des cicatrices qui ne vont pas les tuer, mais qui font toutes ces marques qui restent longtemps.
Il y a 2 autres espèces de baleines à bec, mais pareil, la baleine à bec de Cuvier a été vue 2 fois, et baleine à bec de Longeman qu'une seule fois à La Réunion. Là, c'est des photos d'illustration qui n'ont pas été faites à La Réunion, contrairement à toutes les autres photos. Mais voilà, on est sur des espèces très furtives. Baleine à bec de Cuvier, elle est connue mondialement parce que c'est elle qui a les records de plongée. Pour dire, donc ils ont des chercheurs qui ont mis des balises dessus. Les baleines à bec ont été enregistrées à 3 km de profondeur. Donc vous prenez le piton des neiges, inversé sous l'eau, et vous imaginez prendre votre respiration et monter tout ça. En sachant que c'est juste sur une espèce de baleine à bec, sur quelques individus que ça a été posé, donc il y a sûrement des records encore plus fous avec ces espèces-là. Donc voilà, un peu moins spectaculaire que les petits dauphins qu'on va sauter, mais hyper intéressante. Et enfin, on passe au mysticette. Donc ça, c'est la plus grande, la baleine bleue, qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres. Donc, je ne sais même pas la salle fait combien, mais je ne sais pas si on rentre une baleine bleue dans la salle. On savait depuis quelques années, parce qu'on entendait sur les hydrophones leur chant qu'elles étaient là, mais on n'en avait jamais vu. Et en 2021 ou 2022, on a eu plusieurs signalements, une fois en mer, la première fois en mer, et après par suivi ULM, voilà, au large de La Réunion. Donc ça reste hyper rare, c'est des animaux, il n'y en a pas beaucoup, qui ont beaucoup plus de mal à se remettre de la chasse à la baleine que les baleines à bosse. Et puis surtout qui sont très très au large, donc beaucoup plus dur à observer, mais incroyable. Juste en dessous de la baleine bleue, qui est le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre, on a le rorqual commun, qui lui peut mesurer jusqu'à 25 mètres. Donc pareil, qui ressemble un peu à une baleine bleue. Et lui, pour le différencier, il a toute cette lèvre inférieure que vous voyez ici, avec sa tête qui sort, qui est blanche à droite et grise à gauche. Il a vraiment une coloration asymétrique, ce qui est quasiment unique chez les cétacés. Hop. Donc ça, pareil, baleine franche, ceux qui ont eu la chance peut-être d'aller en Afrique du Sud en saison des baleines ont eu peut-être plus la chance d'en voir. La baleine franche australe, ici à La Réunion, elle n'était vue qu'une seule fois. C'était une mère et son petit qui ont été observés pendant plusieurs semaines tout autour de l'île. Mais voilà, ça reste des espèces normalement qui sont dans des latitudes plus basses, donc notamment Afrique du Sud, Australie, et qui ont une tête un peu bizarre. Elles n'ont pas de dorsale, c'est les seules baleines à ne pas avoir de dorsale. Et voilà, 2 autres espèces aussi très rares à La Réunion, beaucoup plus furtives. Donc les petits rorquals, c'est vraiment des petits formats de baleines. Il faut imaginer comme une petite baleine bleue, mais qui fait 8-9 mètres. Voilà, il y a 2 cousins. Le petit rorqual de l'Antarctique et le petit rorqual commun, lui, qui se différencie par sa petite marque blanche sur les nageoires. Mais pareil, lui en bas, il a été vu que 2 fois à La Réunion. Les petits rorquals antarctiques, il est vu plus souvent. Il y a 1 à 2 signalements par an. Donc voilà, c'était rapide, mais en même temps, il y a plein de choses à dire. Puis il y avait une longue introduction, donc il faut que je rattrape le temps. mais voilà, il n'en reste qu'une, c'est la baleine à bosse. Et on va passer un peu de temps avec elle à raconter plein de choses, même si je suis sûr que vous avez déjà beaucoup d'informations dessus. Donc voilà, on n'est pas sur la plus grande des baleines. Voilà, on est loin des 30 mètres de la baleine bleue, mais ça reste quand même des beaux bébés. 11 à 16 mètres, souvent les mâles sont plus petits, mais de 1 ou 2 mètres, donc à l'œil nu, on n'arrive pas à faire la différence. Rien que les pectorales, elles font 4 à 5 mètres. Donc voilà, il faut imaginer plus du double de moi. Juste la pectorale comme ça, c'est juste énorme. La caudale aussi fait 5 mètres. Et le baleineau, souvent on voit des vidéos, on dit il est tout mignon le baleineau quand il est tout mignon, mais il fait déjà lui 4 à 5 mètres. Et il peut peser quasi une tonne. Et, donc comme on l'a dit dans l'introduction, les baleines à bosse, elles sont ici pour se reproduire à La Réunion, c'est leur zone de reproduction. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve des baleines à bosse à peu près partout dans l'océan. Donc nous on est ici pour ceux qui sont nuls en géographie, mais j'espère que vous l'avez quand même. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire les baleines à bosse ? Elles vont se reproduire pendant l'hiver à chaque fois. Voilà, elles vont remonter dans les eaux chaudes pour se reproduire. Et après, elles vont faire des énormes migrations de plusieurs milliers de kilomètres pour aller vers leurs aires de nourrissage. Elles vont faire ça dans l'hémisphère nord, vers l'hémisphère sud, pardon, et exactement pareil dans l'hémisphère nord. Elles vont jamais se croiser. Est-ce que vous savez pourquoi elles se croisent jamais ? Pourquoi les baleines de l'hémisphère sud vont jamais dans l'hémisphère nord ? C'est ça, à cause des saisons, parce que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, c'est toujours en hiver elles se reproduisent et en été elles se nourrissent, sauf que comme les saisons sont inversées, là pendant que nos baleines sont en train de se reproduire, de l'autre côté de l'hémisphère nord, elles sont en train de se nourrir. Donc voilà, elles ne peuvent pas se croiser parce que leurs cycles sont différents comme ça. Et en jaune, on a une toute petite population résidente. Quand je dis petite, on est juste sur une grosse centaine d'individus.
et voilà, qui a trouvé au niveau d'Oman et ce golfe d'Arabie, de quoi se nourrir et rester entre elles, mais voilà, c'est une toute petite population et c'est négligeable comparé à tout ce qui se passe dans le reste de l'océan. Baleines à bosse, elles peuvent avoir plein de couleurs entre guillemets un peu différentes, même si on commence à avoir de plus en plus de mélanges. Quand même, on a de notre côté hémisphère sud, donc à droite, des baleines qui sont noires sur le dessus, noires sur les pectorales et blancs en dessous. L'hémisphère nord, on va les reconnaître parce qu'elles sont quasi noires de partout et vont juste avoir le dessus des pectorales blanches. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé des fois qu'il y ait 2 ou 3 individus qu'on voit ici qui ont les pectorales blanches, mais en majorité, c'est ça. Et après, on va avoir plein de variations différentes, même à l'échelle de cette pigmentation-là. Ce qu'on rêve tous d'avoir ici, c'est une baleine blanche, ce serait incroyable. Mais bon, après, s'il y a une baleine blanche qui se pointe ici, la pauvre, elle se ferait, je pense, harcelée, donc il vaut mieux pas qu'elle se pointe ici. Mais voilà, on a des baleines qui sont quasi toutes blanches, et ça peut aller jusqu'à des baleines toutes noires. Voilà, c'est 2 photos qui ont été faites à La Réunion, et on voit les différences de pigmentation. Donc site de reproduction, on va majoritairement retrouver 2 choses quand on va aller en mer et voir des baleines. La première, c'est des femelles avec baleineaux, donc qui mettent bas et qui éduquent leurs baleineaux. Et de l'autre, c'est des groupes de mâles qui vont faire la compétition pour se reproduire. Donc voilà, les groupes de mâles, on va voir tout ce qui est groupe compétitif. Donc voilà, ça va être des rassemblements de mâles qui vont être souvent plus au large, avec des comportements plus ou moins agressifs pour faire la compétition entre eux, et souvent qu'un se démarque pour pouvoir accéder à la femelle et se reproduire. Et c'est notamment ce qui va donner tous ces comportements qui font que la baleine à bosse est une star comparée aux autres baleines. C'est tous ces comportements de surface qu'on peut observer depuis la terre et depuis un bateau. Donc vous avez les frappes de pectorales, vous avez les frappes de caudales, la baleine peut être à l'envers ou à l'endroit pour faire ses frappes répétées. Il faut s'imaginer le bruit que ça fait, 5 mètres et je ne sais pas combien de tonnes de mouvements qui tapent dans l'eau à l'échelle des autres. On va avoir aussi ces sauts énormes de front, de côté. On va avoir les jets de pédoncule caudal aussi, où la baleine va prendre de l'élan et d'un coup va dégager énormément d'eau d'un coup, voilà, qui se différencie de ces justes frappes de caudal. Donc voilà, on est sur des animaux très très démonstratifs. Au début, quand on a commencé à observer les baleines à La Réunion, on voyait souvent une baleine qui accompagnait la mère et le petit. Donc vous avez la mère et le petit en haut et vous avez une autre baleine. Donc pendant longtemps, quand on faisait de la sensibilisation, nous on racontait, et ça c'est une tata qui prend soin de la mère et du petit et qui empêche les méchants mâles de venir agresser la femelle. Et en fait, non, c'est lui l'agresseur. Et lui, il n'a qu'un but, c'est un mâle qui est là pour séparer la mère du petit ou attendre que le petit est de côté pour pouvoir se reproduire avec la femelle. Donc voilà. On rigole, mais il faut bien garder ça en tête dans le fait que cette maman baleine à bosse, en plus d'avoir donné naissance à un baleineau qui prend 80 kg par jour, le baleineau de lait, après sa migration de 4000 km, elle doit supporter des mâles, plus supporter toute la pression qu'on peut rajouter au-dessus. Donc voilà, c'est des animaux qui sont là pour se reposer, notamment mère et petit. Donc voilà, comme je disais, l'allaitement, ça va être 6 mois. Voilà, il ne va pas y avoir de mamelles externes. Le baleineau va appuyer sur les fentes. C'est du lait très concentré qui va sortir et il va être sevré maximum à 12 mois, mais souvent c'est entre 8 et 10 mois qu'il va quitter sa mère. Et le cycle prochain, il reviendra tout seul à La Réunion. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, beaucoup de comportements de repos, notamment pour la maman. Ouais, de plus en plus de baleines à La Réunion. Donc ça, c'est un graphique tout simple qui vous montre le nombre de baleines différentes qu'on a identifiées à La Réunion depuis 2001 qu'on a commencé. Donc ce que vous voyez, on va parler après des saisons un peu exceptionnelles qu'on a eues ici. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a déjà un gap. En 2008, on commence à avoir beaucoup plus de baleines qui reviennent d'un coup. Voilà. Avant, des fois, il y avait 1, 2, 3 baleines qui passaient à La Réunion, voire un peu plus, mais on a vraiment ce grand retour massif des baleines à bosse depuis maintenant 2008. Est-ce que vous savez pourquoi, d'un coup, elles commencent à revenir? Ouais, la chasse, c'est bien, on a une bonne réponse directe. Parce qu'on a failli exterminer l'espèce, tout simplement. On est sur plus de 3 millions de baleines exterminées, donc ça regroupe plusieurs espèces différentes. Voilà, ça va changer des belles images qu'on a vues tout à l'heure, mais c'est une réalité. Et heureusement, il y a eu un moratoire, les gens se sont rendus compte un peu tard, mais ils se sont quand même rendus compte avant l'extinction qu'ils étaient en train de faire des grosses bêtises et qu'ils allaient tout simplement tout exterminer.
Et donc depuis 86, voilà, il y a eu un moratoire sur la chasse industrielle. Et maintenant, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus aucune chasse dans l'hémisphère sud. Voilà, c'est un sanctuaire. On entend beaucoup de gens qui disent ah ben à Maurice, ils font des pactes avec des Chinois qui chassent des baleines, et ainsi de suite. Beaucoup de phobie là-dessus, de lubie, pardon. C'est un fait. Maintenant, il n'y a plus aucune chasse dans l'hémisphère sud. Et la baleine à bosse a cette chance, c'est qu'elle s'est plutôt bien remise et plutôt vite de cette chasse. Voilà. On était sur à peine quelques milliers d'individus qui restaient à l'échelle mondiale. Voilà. Et là, maintenant, 86, on est quasi 40 ans après, on est sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'individus qui peuplent l'hémisphère sud. Donc voilà, il y a d'autres populations qui galèrent un peu plus à recouvrir leurs chiffres d'antan, mais voilà. Il faut imaginer qu'avant toute cette chasse, sûrement il y a des centaines et des centaines d'années, il y avait autant, voire beaucoup plus de baleines à bosse tout autour de la Réunion. Donc elles ont juste rejoint leurs aires de reproduction qu'elles avaient, que leurs ancêtres avaient. On va passer aux techniques pour étudier tout ça. La première, c'est la photo-identification. Donc chez la baleine, nous, notre carte d'identité, ça va être notre tête, ça va être les empreintes digitales, pardon. Chez la baleine à bosse, son empreinte digitale, ça va être le dessous de sa nageoire caudale, qui va avoir plein de formes différentes. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir le photographier, ça? Quand la baleine fait des frappes de caudale répétées, ou juste au moment de sonder. La baleine, elle va respirer plusieurs fois en surface, et quand elle va repartir en profondeur, au dernier moment, elle va lever sa caudale, et c'est à ce moment-là, juste avant que ça tout rentre dans l'eau, qu'on va pouvoir photographier cette caudale. Elle va avoir plusieurs marques sur ses caudales, notamment beaucoup de traces de baleine, c'est toutes les traces rondes que vous voyez ici. Ici, c'est un exemple assez marquant, en plus on l'a revu cette année, de Yoga, qui est une baleine qui a ces deux traces de baleine de chaque côté, ces deux petits ronds, et voilà, qui avait été vue pour la première fois en 2003 à La Réunion, et qui était revue plusieurs années, et cette année, elle est encore venue nous voir. Yoga. Il va y avoir d'autres traces qui vont être acquises. C'est toutes les marques que vous voyez, ici notamment. Vous en avez aussi là. Est-ce que vous savez à quoi elles sont dues, ces marques-là? Les bateaux. Non, c'est pas les bouts, c'est pas les bateaux. Ouais. C'est les orques, qui sont des prédateurs des baleines. Donc il y en a pas ils vont pas venir prédater ici. Mais en Antarctique, quand elles se nourrissent, c'est notamment les jeunes baleines, les baleineaux. Voilà, il va y avoir des attaques. Et donc, toutes ces marques que vous voyez, c'est l'espacement parfait d'une dentition d'orque. Donc, c'est les orques qui vont faire toutes ces marques. Vous allez des fois avoir aussi des traces un peu jaunes comme ça. Ça, c'est des marques qui ne vont pas rester, qu'on ne va pas utiliser pour identifier. C'est tout simplement des algues, des petites diatomées, des micro-algues qui, en Antarctique, où il y en a beaucoup, vont se fixer sur la caudale. Et au fur et à mesure de la saison, avec l'eau chaude, ces organismes vont arrêter de survivre et vont se décrocher de la baleine. Donc pourquoi on étudie tout ça? Pour plein de choses. Tout d'abord, on va faire des comparaisons saisonnières. Donc simplement savoir la baleine, combien de temps elle reste à La Réunion. Si on photographie l'individu une fois en juin et qu'on le revoit 2 mois plus tard, on va pouvoir calculer son temps de résidence. On va faire des comparaisons interannuelles aussi. Est-ce que c'est toujours les mêmes baleines qui reviennent ou pas à La Réunion? Et après, on va pouvoir faire des comparaisons régionales. Donc nous, on a notre catalogue de photo-identification. Et on demande à nos copains de Maurice, de Mada, de nous partager le leur. On compare tout ça et on voit les mouvements de baleines. Temps de résidence. Il y a marqué quoi? Ouais. Il y a très peu de baleines au final qui restent à La Réunion. On voit un flux de baleines qui passe. On peut se dire c'est toujours les mêmes baleines qui restent toute la saison. Non, il y a 2/3 des individus, ils vont juste passer un jour ou deux. Ils vont être en transit, c'est-à-dire qu'ils vont visiter La Réunion et après ils vont aller vers d'autres sites de reproduction. On n'est pas le seul hotspot dans la région. Et on a 1/3 des individus qui vont, eux, rester un peu plus longtemps, notamment les mères baleineaux. Les mères baleineaux ne vont pas donner naissance aux baleineaux et partir direct. Et donc là, elles vont rester un peu plus longtemps. Il y en a une au maximum qui est restée 80 jours. Un petit retour sur la saison 2023 qui avait été juste exceptionnelle et qui avait fait un peu perdre la tête et la raison à tout le monde, tellement il y avait de baleines de partout. Donc voilà, c'est un ensemble de chiffres, pas mal de chiffres, mais rien qu'avec la photo-identification, on a réussi à avoir quasi 1200 baleines différentes. Donc ça veut dire que si on en a photographié 1200 baleines différentes, il y en a beaucoup plus qui sont passées parce qu'on ne peut pas photographier chaque baleine. Donc voilà, il faut s'imaginer 1500 voire 2000 baleines qui sont différentes, qui sont juste passées à La Réunion cette année-là. Et donc ça permet de compléter notre gros catalogue d'individus différents. Donc entre 2001 et 2023, maintenant on est à plus de 3200 baleines différentes.
C'est ici marqué, il y a quasi la moitié de ces photo-identifications qui n'ont pas été faites sur des sorties Globis par les scientifiques, mais qui ont été faites par notre programme de sciences participatives Codal. Donc, je vais vous lancer une petite vidéo et ça va me permettre de boire comme ça. De sciences participatives, si vous avez la chance de croiser des baleines en mer et de prendre en photo leur queue, vous pouvez les déposer sur notre site, il y a tout expliqué, il y a une plateforme. Et voilà, et si la baleine n'est pas connue, ça permet de donner un nom. Voilà, si vous avez envie de faire un cadeau, ou s'il y a une personne que vous n'aimez pas et que vous voulez traiter de baleine, vous pouvez la nommer en conséquence. Hop, ça je vais passer. L'année dernière, on n'avait que 34 recaptures interannuelles, ce qui est extrêmement peu. On pourrait s'imaginer que c'est toujours les mêmes baleines qui reviennent. En fait, non, pas du tout. Voilà, on est en moyenne, selon les années, à 5% des baleines qui reviennent. C'est toujours des nouvelles baleines qui reviennent. Donc ça montre que pour comprendre tous ces mouvements, voilà, on ne peut pas s'arrêter à juste étudier à La Réunion ce qui se passe, mais on a besoin d'aller ailleurs. On a de la chance depuis l'année dernière parce qu'avant, on comparait tout à la main. Donc vous aviez plein de bénévoles ou salariés qui avaient leur ordinateur avec les catalogues photos et qui, photo par photo, comparaient. Et voilà, il faut s'imaginer sur des milliers et des milliers de photos. Maintenant, on a la chance qu'il y a un logiciel qui a été développé avec une intelligence qui reconnaît tout ça, qui s'appelle Happy Whale, avec qui on est en partenariat depuis maintenant. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile. On dépose la photo et en une seconde, il nous dit si la baleine est connue. Et du coup, ça facilite beaucoup de choses. Et en plus de faciliter beaucoup de choses, c'est qu'on n'est pas les seuls à utiliser ce logiciel, c'est qu'on tous les partenaires et les gens dans la zone, même vous, si vous n'êtes pas affilié à une association, vous pouvez juste déposer votre codal sur ce site et ça permet de voir si la baleine a été revue autre part. Donc voilà, sur les années récentes, on a eu des matchs avec Madagascar, avec les Seychelles, avec Maurice bien sûr, et même de plus en plus loin. On a eu des matchs avec l'ouest et l'est de l'Australie, donc des baleines qui avaient été vues en Australie, qui ont été revues à La Réunion. Pareil, en Afrique du Sud, un peu plus en Afrique, et même récemment, aussi une baleine qui avait été vue au Brésil, et quelques années plus tard, qui ont été vues à La Réunion. Donc voilà, c'est pas des baleines qui sont au Brésil, et 2 mois plus tard, elles arrivent à La Réunion, c'est juste qu'elles vont se nourrir. Après, elles remontent ailleurs, par exemple en Afrique du Sud, elles vont se nourrir, et année après année, elles changent de site, et elles peuvent arriver à La Réunion. Et on espère continuer cet effort parce que dans l'hémisphère sud, ça fait des années et des années qu'ils utilisent ce logiciel et ils se targuent d'avoir réussi à photo-identifier quasiment toutes les baleines de l'hémisphère nord. Voilà, à chaque fois qu'ils mettent une nouvelle caudale, cet individu est déjà connu, donc on espère avoir ça dans les années à venir. Donc ça c'est la question, à chaque fois qu'on se balade, qu'on demande aux gens, tout le monde est blasé, 2024 c'est une année pourrie, il n'y a pas de baleines, ceux qui étaient là en 2021 et qui se souviennent qu'il n'y a eu que 10 baleines dans l'année. Donc voilà, nous pour dire sur les chiffres, pour l'instant on est déjà à plus de 300 individus photo-identifiés, donc ce qui est déjà énorme. Donc forcément c'est pas le spectacle incroyable qu'on a eu l'année dernière, mais ça reste quand même une année assez exceptionnelle avec une moyenne haute. Voilà, la moyenne est plus aux alentours de 100, 150 si on prend une année moyenne. Donc voilà, on est quand même sur une bonne saison, mais c'est sûr qu'on n'atteindra pas et malheureusement peut-être ça arrivera un jour, mais revive 2023, on verra bien. On passe, désolé si ça va vite, mais il y a tellement de choses à dire. On va passer à une deuxième méthode scientifique, c'est là qui me tient assez à cœur parce que c'est une grande partie de mon métier. Ça va être la bioacoustique passive, donc l'écoute des sons des cétacés. Donc on va commencer, j'espère que normalement le son est bien réglé. Je vais vous faire écouter juste quelques sons rapides
On va commencer par tout ce qui est odontocètes, donc les dauphins, les cachalots, voilà, qui ont un panel de sons beaucoup plus différent que ce qu'on va avoir chez les espèces de baleines. Donc les dauphins, ils vont notamment faire des clics, des colocalisations. Donc ça, c'est le fameux sonar des dauphins. Voilà, ils vont mettre des clics, ça va, pour aller très vite, rebondir sur un sujet et l'image va revenir aux dauphins. Voilà, tous ces trucs d'écolocalisation, c'est chez les dauphins, les cachalots, les baleines, elles l'ont pas du tout. Ils vont utiliser aussi ces clics pour de la communication, mais aussi des sifflements. Donc voilà, là on est sur des sons beaucoup plus aigus. Ouais, je vais aller ça parce que baleine bleue ça marche pas. Donc voilà, pour vous expliquer très rapidement, donc tous les dauphins et baleines vont avoir des gammes d'émissions de fréquences vraiment différentes. C'est comme ça notamment qu'on va réussir à les séparer. Ici, vous avez tout en bas, c'est la bande de fréquence audible pour l'homme, donc voilà, qui est plus ou moins grande selon l'âge des personnes, et qui reste quand même assez élevé. Tout ce qui est baleine bleue, ça va être des sons vraiment très très bas en fréquence, certains inaudibles pour l'homme. On va être obligé de les accélérer, nous, pour les entendre. Voilà. En sachant que plus le son va être bas en fréquence, plus il va voyager loin. Voilà. Les dauphins, on va pouvoir les entendre sur quelques centaines de mètres autour. Si vous avez des dauphins à une centaine de mètres, vous êtes sous l'eau, vous allez pouvoir les entendre. La baleine à bosse, les chants, on peut les enregistrer sur quelques dizaines de kilomètres. La baleine bleue, elle, on parle sur des centaines de kilomètres, voire un millier. Il y a beaucoup de gens, ça fait assez rêver, qui disent que les baleines bleues peuvent parler entre océans. C'est vendeur, mais en soi, ça pourrait être une réalité tellement ces gammes de propagation sont énormes. Et donc voilà, et tout ce qui va être dauphin et après cachalot nain, ça va être des gammes de fréquences très très élevées. Les baleines à bosse, on va beaucoup parler des chants après, mais il y a quand même différents sons qui est émis. Donc voilà, c'est pas autant que chez les dauphins, les baleines ça reste des animaux qui sont pas très sociaux comparé aux dauphins qui vivent tout le temps en famille, en groupe, qui ont énormément d'échanges. Voilà, les baleines, même si on leur prête souvent plein de caractères sociaux, elles vont être regroupées ensemble, mais juste quand il y a la mère et son petit. Là, il va y avoir des liens sociaux et donc des sons qui vont être émis. Il peut y avoir aussi quelques sons qui vont être émis sur les zones de nourrissage. Vous avez notamment, certains dû voir ces images de filets de bulles, où il y a des bulles qui se forment à la surface et les baleines qui remontent en même temps pour récupérer leur proie. Mais voilà, il faut qu'elles se coordonnent dans tous ces mouvements, et donc il va y avoir des sons associés à ces pratiques. Et le reste, ça va être des chants. Donc, un petit historique rapide des chants de la baleine à bosse. Donc, ça a été découvert et décrit pour la première fois leur structure à la fin des années 60. Donc, c'est deux scientifiques. Le principal, c'est Roger Payne et Scott McVeigh, qui travaillaient avec leurs femmes respectives et qui avaient eu des enregistrements de la NASA, de sons qui pensaient être de baleines à bosse. Voilà, il faut s'imaginer, dans une époque de guerre froide, plein de sons bizarres. Et vous retrouvez des chants de baleines à bosse. À l'époque, ça devait faire un peu flipper. Et lui, il les a décrits, donc ça a été le premier à le décrire. Et tous ces sons, après, ont été mis au jour au grand public. Il a notamment fait CD, mais à l'époque, c'était vinyle, Songs of the Humpback Whale, qui est sorti, je crois, dans les années 70, qui a encore à ce jour est l'album Nature avec le plus de ventes, voilà, qui a fait 100 000... a été vendu avec 100 000 copies. Il faut s'imaginer que tous ces sons de baleines qui ont été diffusés à l'époque, personne ne savait que les baleines chantaient comme ça. Ça a énormément ému énormément de personnes et ça a beaucoup participé à tout le mouvement Save the Whale qui après a conduit à la fin de la chasse de la baleine. Donc voilà, c'est pas que scientifiquement important, ça a aussi un impact social énorme. Et la petite info géniale pour nos amis les aliens, c'est que pour la sonde Voyager qui a été envoyée en 77 par la NASA, c'était une sonde où il y avait pas mal de traces de l'humanité. Comme ça, si les extraterrestres ils trouvaient ça, et ben, ils pouvaient comprendre qui on était. Et il y avait quelques chants et quelques sons de la Terre, et notamment des sons de baleines à bosse qui avaient été enregistrés. Donc voilà. Comment les aliens pourront savoir qu'il y a des baleines à bosse chez nous.
Comment elle chance, c'est que j'étais né il y a 20-30 ans. Ben, j'aurais été comme les anciens chercheurs à passer ma vie sur un bateau avec mon casque, avec le micro tendu à enregistrer les baleines. Maintenant, on a des techniques beaucoup plus efficaces, mais un peu moins fun. C'est juste qu'on met un micro sous l'eau, qu'on va appeler hydrophone, qu'on va laisser sous l'eau pendant toute la saison baleine, et à la fin de la saison, on va replonger et on va revenir le chercher. Donc ça va permettre d'avoir des données sur 4 mois. Impossible de tout écouter. Moi, j'aimerais bien passer mon temps juste à écouter les chants des baleines à bosse, mais en fait, la plupart du temps, en fait, je visualise le chant sur ce qu'on appelle des spectrogrammes. Donc pour les musiciens, c'est à peu près le même principe que pour une partition. Donc vous avez le temps qui défile, ainsi de suite. Plus le son que vous voyez là, plus l'onde et passe en fréquence, plus elle va être grave, et plus elle va être haute, comme sur une partition, plus elle va être aiguë. Donc voilà. Si vous avez un son vraiment très bas comme ça va être un. Si vous avez une note comme ici qui monte, ça va faire et ainsi de suite. Donc rien qu'en voyant le spectrogramme, vous pourrez presque jouer, si vous avez une belle voix comme moi, les chants de baleine. Hop. Mais bon, c'est pas mis en direct. Pourquoi c'est aussi complexe et aussi intéressant et aussi incroyable de bosser sur le chant de la baleine à bosse, c'est que les autres espèces de baleines vont avoir un chant vraiment très simple, ça va être toujours 1 à 2 notes qui vont se répéter, et c'est chaque année pour toutes les baleines. Chez les baleines à bosse, ça va être beaucoup plus complexe, on va parler de la structure du chant de la baleine à bosse. En gros, tout simplement, elle va émettre plusieurs notes qui vont former une phrase, donc c'est la deuxième ligne que vous voyez, et cette même phrase, elle va répéter. Puis elle va switcher, ce que vous voyez après quand on passe au vert, passer à une autre phrase qu'elle va répéter. Ainsi de suite, elle peut faire ça avec 3, 4, 5 phrases différentes. Et quand elle a fini complet, elle va revenir tout au début et recommencer. C'est-à-dire qu'on va avoir le même ordre, le chant va avoir un ordre de phrases qui va se répéter, et ainsi de suite, sans discontinu. Donc voilà, ce qu'on appelle un chant de baleine, donc avant qu'elle recommence au début, ça va durer entre 5 et 10 minutes. Elle va pouvoir faire des sessions de chant sans s'arrêter, c'est-à-dire que même en respirant, elle respire sur ses silences, tout est calé avec ses silences de chant, et ça peut durer. Il y a une baleine qui a été enregistrée pendant plus de 22 heures. Voilà, je ne sais pas si c'est la baleine qui a arrêté de chanter au bout de 22 heures ou c'est juste le gars qui a enregistré qui en a eu marre, mais pour l'instant c'est le record, mais pour dire à quel point c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Voilà. Ça va être une note, et après la même note qu'elle va répéter plusieurs fois. Et donc ça, c'est une phrase. Et après, si on continue l'enregistrement, elle aurait fait pareil, son ouh à nouveau, et son ouh, et ainsi de suite, plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'on étudie le chant de la baleine à bosse? Donc dans l'imaginaire commun, tout le monde nous dit, est-ce que vous arrivez à traduire? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Non, c'est pas pour ça. Ouais. Non, ça va être beaucoup moins. Donc on ne cherche pas à communiquer, on ne cherche pas à traduire. Et moi, ça me va très bien que les baleines parlent entre elles. Voilà, il y a de plus en plus de projets qui se lancent, des gens qui essayent de communiquer avec les baleines, de balancer des sons et voir si les baleines répondent. Les baleines inventent tellement de choses, c'est tellement beau de voir toute la diversité que des baleines. Si moi, dans quelques années, je retrouve des petits échantillons balancés par des humains dans les champs de baleines, ça va me rendre un peu triste. Donc voilà, j'espère qu'on les laissera tranquilles pour ça. Nous, à Globis, on étudie le chant de baleine pour 2 choses. Tout simplement, c'est un outil facile pour savoir est-ce que les baleines sont là ou est-ce que les baleines ne sont pas là. Voilà. Quand vous n'avez pas de chance, c'est que les mâles chanteurs ne sont pas encore arrivés. Et donc vous pouvez voir l'arrivée des baleines, quand est-ce qu'elles arrivent, quand est-ce qu'il y a le pic de la saison avec beaucoup d'activités de chant, et quand est-ce qu'elles repartent. Voilà. À Saint-Gilles, c'est facile de le dire. Si vous voulez savoir à Sainte-Rose ce qui se passe, ou dans un coin de Madagascar perdu ou une île éparse, ça va être beaucoup plus dur. Et l'hydrophone va pouvoir enregistrer comme ça jour et nuit et savoir ce qui se passe. La deuxième chose, ça va être pour étudier leur mouvement, savoir où les baleines vont. Donc ça peut paraître un peu plus bizarre à première vue, comment le chant peut aider à voir le mouvement des baleines. Pour ça, il faut revenir au mécanisme de transmission du chant. Quand vous avez un groupe de baleines, tout le même groupe de baleines va toujours chanter le même chant. Là, à La Réunion, les baleines à bosse, elles ont tous à peu près le même chant à l'instant T. Quand une autre baleine, elle va arriver,
Elle va entendre, peut-être qu'elle a un chant différent, elle va entendre ce chant, pas chanté par tout le groupe de baleines, et elle va l'apprendre et le rejouer, ainsi de suite. Et donc pour nous, c'est très pratique, parce que si vous prenez 2 îles différentes, on peut prendre La Réunion et Madagascar, vous avez juste à poser un hydrophone, donc un micro, sur chacune des îles. Si vous enregistrez des chants différents entre les 2 populations, vous allez pouvoir conclure que ces 2 populations n'ont pas interagi. Donc soit il n'y a pas eu de mouvement entre les deux, soit elles ne sont pas arrivées en migrant ensemble et elles n'ont pas switché au dernier moment. Donc voilà, pas de connectivité entre les deux. À l'inverse, si le chant est orange par exemple, pour les 2 populations, on va pouvoir avoir un lien. Donc voilà, ça c'est parlant pour 2 sites, mais le but, ça va être de faire tout ça à l'échelle de l'océan Indien. Donc là, c'est le programme qu'on mène depuis des années à Globis et sur lesquels je travaille depuis de longues années maintenant. On a eu plein de partenaires. Tous les petits points que vous voyez, c'est que des partenaires qui avaient leur hydrophone à eux, qui ont enregistré, qui nous ont envoyé les données. Donc voilà, ça va de l'Australie, on a eu des données à Crozet, sur plusieurs pays d'Afrique, Madagascar, Maurice. Et donc ils nous envoient les données chaque année, et moi après je vais décrire et comparer le champ entre tous les mouvements. Il y a plein de résultats, on pourrait faire juste une conférence juste sur ça. Un des petits résultats marquants et rigolos qu'on a trouvé il y a maintenant quelques années, c'est qu'on pensait que les baleines du sud-ouest de l'océan Indien n'avaient pas du tout de rapport avec les baleines d'Australie. Et en fait, en étudiant le champ année après année après année, on trouve toujours que le champ qu'on trouve dans le sud-ouest de l'océan Indien, il arrive toujours une année après chez les baleines australiennes. Donc c'est pas que les baleines australiennes mettent plus de temps à apprendre, c'est juste qu'il y a une connexion du coup entre ces 2 populations. Ça peut pas se faire à l'échelle d'une saison, la baleine ne va pas faire un aller-retour là, entre juin et juillet. Et donc l'hypothèse qu'on pose, ça n'a pas été vérifié encore, mais l'hypothèse qu'on pose, c'est qu'en fait les baleines australiennes et réunionnaises vont se retrouver sur des aires de nourrissage communes. Et voilà, soit c'est ici qu'elles vont échanger leur champ, soit les baleines réunionnaises, après avoir mangé ici, peut-être l'année suivante, vont aller en Australie avec leur champ un peu à la mode et vont passer leur champ aux populations australiennes. Je vais vous parler d'une dernière technique, elle qui est assez impressionnante, mais qui permet d'avoir des résultats aussi géniaux, ça va être les suivis satellitaires. Donc comment ça marche? On va poser une balise sur la baleine. Donc comment on pose une balise sur la baleine? Si on parle crûment, on va juste l'approcher et lui tirer dessus, mais dans les faits, c'est beaucoup plus encadré que ça. En fait, déjà, on va faire, donc il y a toute une demande d'autorisation, parce que là, on est sur des manips qui sont quand même assez spéciales, étendues. On va faire des demandes d'autorisation. Après, on va faire venir une spécialiste qui vient des États-Unis, qui a l'habitude de taguer les baleines. Et en fait, le but, ça va être de s'approcher et de pouvoir implanter une balise sur l'animal. Pourquoi il faut quelqu'un spécialiste pour être précis? Parce que la balise, en fait, on ne va pas pouvoir la poser n'importe où sur la baleine, parce qu'elle va transmettre ses données au satellite. C'est le chemin, en gros. Elle va transmettre les données au satellite, et le satellite, ça va revenir sur notre ordinateur que lorsque la balise est hors de l'eau. Et donc pour ça, la baleine ne va pas sortir de l'eau à chaque fois complètement, donc il faut vraiment viser la partie supérieure. Voilà, la balise, elle va donc s'enfoncer dans le lard de la baleine, donc pas au niveau des connexions nerveuses. Voilà, c'est des études qui sont faites depuis des années, il y a beaucoup d'études d'impact, de voir si ça impacte les baleines. Voilà, normalement il n'y a pas d'impact, des fois la baleine va avoir un petit soubresaut au moment de l'impact, mais c'est tout. Et en gros, c'est un peu comme vous quand vous avez une écharpe. Après, au fur et à mesure, si vous ne l'enlevez pas, votre corps va juste rejeter ce corps étranger, mais il va se passer pareil pour la baleine. Au bout de quelques mois, la balise va tout simplement, petit à petit, sortir du corps et couler au fond. Et ça permet d'avoir des résultats qui sont géniaux, puisqu'on peut suivre du coup au quotidien le mouvement des baleines à bosse. Donc quand on a commencé en 2013 à faire cette première grande opération, on n'avait aucune idée de où allaient les baleines, en fait, après la Réunion. Nous, on croyait que les baleines, on avait une population avec Maurice et qu'elles faisaient que des échanges avec Maurice. La réalité a été différente, donc là, chaque point est une baleine. En fait, à part une qui est partie, celle en rouge qui est partie sur le plateau, toutes les autres baleines sont parties vers Madagascar. Et donc c'est là, la première fois, on a pu décrire ce lien énorme qu'elles avaient entre la Réunion et Madagascar. Donc voilà, le GPS ne marche pas pour tout le monde, mais vous voyez qu'il y a quand même un mouvement général pour les baleines à bosse. Donc ça, c'était en 2013. Et en 2019, on a recommencé un autre programme pour là essayer de savoir leur chemin retour vers l'Antarctique, savoir un peu leur zone d'alimentation.
Le problème, c'est qu'on a fait, on ne peut pas décider des dates exactement, et on a fait ça pendant l'année 2023, ou c'était 2022, non 2022, où il y avait énormément de baleines, ce qui fait que la saison était décalée. Donc on pensait taguer les dernières baleines, et en fait la saison avait duré encore 2 mois, du coup on a perdu pas mal de données, mais on a eu quand même quelques données intéressantes. Donc là c'est reparti, vous avez le temps qui défile tout en haut à droite si vous voulez des repères temporels. Et donc voilà, on retrouve ce même mouvement avec les baleines qui passent toujours par le mont La Pérouse, qui vont vers l'île Sainte-Marie, et après qui repartent vers le sud de Madagascar. Et on a quelques-unes, comme c'était la fin de saison, qui partaient direct. Nous on pensait que les baleines elles faisaient un tout droit, direct, et qu'en un mois et demi elles seraient arrivées en Antarctique. Et bien, en fait ça n'a pas été du tout le cas. Quand elles sont arrivées vers cette zone, vous voyez, elles ont commencé à s'arrêter, à avoir des mouvements un peu différents. Et au final, elles ont mis beaucoup plus de temps à arriver que ça en Antarctique. Hop. Donc là, on est en novembre. Vous voyez que ça continue. Donc l'Antarctique est juste ici. Donc vous voyez tout le chemin qu'elles se tapent chaque année, aller et retour. C'est juste des migrations qui sont complètement folles. On est en décembre, donc quand les baleines s'arrêtent, voilà, certaines baleines, on les perd au bout de quelques semaines, et des fois le signal va durer 4 mois. C'est toujours le stress chaque jour de voir si la balise est toujours active. Donc voilà, bonne année. Ça y est, on est en 2023, et les dernières baleines vont arriver quasiment jusqu'en Antarctique. Donc ce qui a été intéressant de ressortir de ces résultats, on va prendre la carte ici, vous voyez qu'en rouge, en plein milieu, c'est le moment où les baleines sont stationnaires, et en bleu, en gros, c'est quand elles tracent pour migrer. Est-ce que vous savez, à l'endroit où il y a plein de rouge et où toutes les baleines sont arrêtées, est-ce que vous savez ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Crozet, est-ce que ça parle à tout le monde, Crozet? Oui. Pour certains. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs îles dans le coin qui appartiennent à la France. Il y en a une je ne suis pas assez grand, mais en gris, que vous voyez tout à droite, c'est Kerguelen. Il y a notamment l'archipel de Crozet. Et bien dans cette zone, les baleines se sont arrêtées autour de l'archipel, et se sont arrêtés. Et quand on a comparé avec les cartes, ça c'est des cartes en gros, pour faire très simple, quand c'est vert foncé, c'est qu'il y a plein de bouffe. Les baleines se sont arrêtées à cet endroit-là, donc on pensait qu'elles partaient en Antarctique directement, manger sur leurs aires de nourrissage directement en Antarctique. Au final, on peut poser l'hypothèse qu'elles font des stops au niveau de Crozet ou d'autres zones pendant leur migration pour se nourrir. Donc voilà, un peu comme des aires de repos, des stations-service sur le chemin pour l'Antarctique. Hop. Ouais, ça va, on a un peu de temps encore. On essaye de comprendre aussi l'influence de tous les mouvements climatiques sur les baleines. Comme vous le savez, on a vraiment des saisons complètement différentes. 2023, c'était énorme. J'en parlais tout à l'heure, 2021, il n'y avait que 10 baleines. Et donc toujours la question que les gens nous posent, c'est pourquoi des années il y a des baleines? Pourquoi des années il n'y en a pas? Et puis la question à $10 000, c'est est-ce que l'année prochaine ce sera une bonne saison? Pour savoir si on peut acheter un nouveau bateau ou pas et continuer le business. On a essayé de se pencher sur cette question, sachant que c'est très compliqué parce que nous on avait juste une vision sur ce qui se passe à La Réunion. Et comme vous l'avez vu, tous ces mouvements en fait ils ont des échelles qui sont bien supérieures qu'à La Réunion. Mais on a quand même essayé de comprendre. Et pour ça, on a essayé de modéliser, donc faire des modèles, essayer de comprendre ce qui se passe en posant une hypothèse toute simple. Quand les baleines vont avoir beaucoup de nourriture en Antarctique, elles vont avoir beaucoup de force pour toutes migrer et aller très haut en latitude. Quand elles ne vont pas avoir beaucoup de nourriture en Antarctique, soit elles ne vont pas du tout migrer, elles vont juste rester manger là et puis elles vont sauter une année, ou soit elles vont migrer moins haut et rester dans le sud de Madagascar, dans l'Afrique du Sud, et pas aller sur des sites plus éloignés que La Réunion. On a essayé de tourner et faire les modèles en prenant des indicateurs de nourriture et en comparant avec les chiffres qu'on avait chaque année à La Réunion. Et le résultat, c'est que ça a plutôt bien marché. On arrivait à prédire et à faire correspondre les années où il y avait beaucoup de baleines avec les années où il n'y avait pas beaucoup de baleines. L'année dernière, c'était la première fois qu'on avait fait un peu les prédictions et ça avait marché énormément. Voilà, cette année, on avait prévu encore une très très bonne saison. Au final, c'est une très bonne saison. Et voilà, c'est pour dire que ça reste des modèles. On ne va pas pouvoir prédire exactement, mais ça peut amener à des explications sur ce qui impacte ou pas toutes ces migrations annuelles sur les baleines et le nombre de baleines qu'on peut avoir chaque année. Maintenant qu'on a décrit tout ça et que vous avez un peu compris pas mal de choses sur les baleines à bosse, on va parler des menaces qui pèsent sur les baleines à bosse, mais plus généralement sur les cétacés. Donc là, il y a une petite liste non exhaustive, mais des principales menaces. Donc changement climatique, ça va englober tout, c'est vraiment très dur de savoir exactement ce qui se passe parce que c'est des phénomènes qui sont à l'échelle
à l'échelle globale, mais tous les changements de courant, de température, ça va avoir des impacts sur les animaux eux-mêmes, sur les proies des animaux. Donc ça, c'est une des principales menaces. Pour certaines espèces, ça va être la destruction des habitats, voilà, des espèces qui sont très côtières. Quand vous allez avoir des chantiers qui se mettent en place, que ce soit autour de la Réunion ou ailleurs, ça peut avoir des impacts. Tout ce qui est pollution, ça c'est celle qu'on voit limite le plus, parce qu'elle est très imagée, pollution de plastique, de macrodéchets. Voilà. Vous avez malheureusement, je pense, certains vu ces images de dauphins ou de cachalots qui sont retrouvés avec des kilos et des kilos de plastique dans leur estomac. C'est une réalité. Voilà, le plastique est partout, il y en a partout, dans chacun des mailles de la chaîne alimentaire, et comme les cétacés sont tout au-dessus, ils récupèrent tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Ça ne va pas être juste, c'est pas juste parce qu'ils mangent un sac plastique, c'est que les quantités de plastique vont être ingérées tout au fil de la chaîne alimentaire. On peut avoir des pollutions de masse d'eau aussi, voilà, quand vous avez des échouages, des marées noires, forcément ça va avoir des impacts sur les cétacés. Les pollutions sonores, ça aussi on essaie de surveiller au maximum. Quand vous avez des chantiers, il y a pour pas mal de manips, il y a beaucoup de sons qui sont émis, des sons qui sont très forts, donc qui peuvent abîmer le système auditif des cétacés, leur faire peur, c'est-à-dire qu'ils vont remonter d'un coup et ils peuvent faire des accidents de décompression, comme nous on pourrait faire en plongée. On a aussi prise accidentelle de la pêche, donc ça c'est une réalité malheureusement. Souvent on n'entend pas trop parler, si vous en France, quand souvent vous entendez parler comment on tue des dauphins et baleines, vous voyez toujours les images chez les Japonais qui chassent des dauphins et des baleines, les méchants japonais, vous avez des images des îles Féroé avec des massacres de dauphins. Alors c'est des pratiques bien sûr qui sont à condamner tout en respectant leur culture, mais ça ne touche, il faut vraiment se dire que ça touche que quelques dizaines voire centaines d'individus. Voilà, c'est triste pour ces dauphins-là, mais à l'échelle de la population et de la conservation de l'espèce, c'est quelques dizaines, centaines d'individus. Quand on parle de prise accidentelle liée à la pêche, donc voilà, c'est quand les pêcheurs vont récupérer du poisson, malheureusement, ils ne font pas exprès, le but des pêcheurs, ça ne va pas être de tuer des dauphins, mais il y a des animaux qui vont se retrouver accidentellement dans ces filets. Et là, on est sur des nombres d'individus qui sont beaucoup plus énormes. Rien qu'en France, dans toute la partie atlantique de la France, on a entre 6 000 et 10 000 dauphins chaque année qui sont tués pour qu'on mange du poisson. Donc voilà, c'est méchant les Japonais qui tuent 200 baleines à l'année, mais il faut imaginer, rien qu'en France, voilà, c'est entre 6 000 et 10 000 dauphins qui sont tués chaque année juste à cause des pratiques de pêche. Donc il y a plein d'études qui sont en train bien sûr d'être menées. Les scientifiques et pêcheurs essayent quand même de travailler main dans la main pour trouver des techniques qui n'impactent pas forcément la pêche, mais pas les dauphins. Donc voilà, il y a des travaux qui sont réalisés maintenant, mais c'est des réalités qu'il faut avoir et qui est important, des chiffres qui sont importants à connaître quand vous mangez du poisson. Le trafic maritime aussi, ça va être surtout pour les grosses baleines, il va y avoir des impacts, il y a beaucoup de problématiques comme ça en Méditerranée. Il y a 1 ou 2 ans, on avait vu une baleine aussi à La Réunion qui avait pris comme ça un impact de bateau complètement discornu. Donc voilà, là aussi il y a des programmes qui sont faits pour essayer d'étudier les trajectoires des cétacés et que les gros bateaux puissent être équipés de systèmes pour qu'ils puissent réduire leur vitesse ou éviter des zones là où il y a des cétacés. Et la dernière, c'est celle dont on parle le plus à La Réunion parce que c'est une actualité, c'est whale watching. Le whale watching, donc l'activité d'aller voir depuis un bateau ou sous l'eau des dauphins et des baleines, et qui se développe vraiment et qui devient vraiment énorme depuis quelques années. Donc voilà, en ce moment, ça fait pas mal les gros titres de la presse, voilà, entre des gens qui sont toujours plus nombreux à vouloir voir baleines et dauphins, de l'autre côté, des gens qui sont toujours plus nombreux à un peu s'horrifier de tout ce qui se passe sur le plan d'eau. Donc ça aussi, on surveille. Nous, Globis, mais il y a d'autres associations, il y a plein de pouvoirs publics et de gens qui sont en réflexion là-dessus, mais c'est une problématique qui reste quand même difficile. Voilà, la solution, on arrête tout et on n'observe pas, ce serait la solution miracle, mais elle n'est pas applicable. Donc voilà, il faut travailler ensemble et trouver des solutions. Pour vous dire un peu l'évolution à La Réunion, en 2003, on n'avait que 2 structures qui proposaient des sorties en mer. Voilà. 20 ans plus tard, on a plus de 80, je ne sais jamais si c'est structures et bateaux, mais je crois que c'est bateaux qui sont sur le plan d'eau, quasi au quotidien pour voir les dauphins et baleines. Donc voilà, sur des années comme l'année dernière où il y a tellement de baleines partout, la pression se répartit assez bien. Quand on a des saisons plus basses, où c'est plus la saison baleine et il n'y a que juste une population ou 2 populations de dauphins à les voir à l'année, c'est une pression qui est constante pour ces animaux. Il faut vraiment imaginer que tous les jours, ils voient des bateaux. En plus, à La Réunion, on a une particularité comparée à plein d'autres pays. On est un des seuls endroits dans le monde où la mise à l'eau est encore possible.
Donc c'est toujours à double tranchant. À la fois, c'est des rencontres qui sont forcément plus exceptionnelles. On voit des animaux sous l'eau, on entend chanter, on a des rencontres qui sont beaucoup plus magiques. Mais de l'autre, pour les animaux, ça rajoute une pression qui est forcément plus grande. Et ça, toutes les études corroborent un peu cette vérité. Voilà, vous allez avoir des bateaux qui vont devoir se mettre sur la trajectoire des animaux pour pouvoir anticiper les mouvements des animaux et des contacts qui sont toujours plus proches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de bateaux, mais on a quand même des pratiques qui s'améliorent d'année en année. Maintenant, avant, il y avait une charte. Certains ont connu la charte, et d'ailleurs, plein de gens continuent à parler de la charte. Maintenant, c'est un arrêté, c'est une loi, et qui régit un peu toutes ces activités, et même que ce soit professionnel ou les plaisanciers changent leur comportement, et on voit vraiment une amélioration de comportement, mais on est juste sur un nombre de bateaux qui est beaucoup, beaucoup trop gros. Donc on a la balance du nombre de bateaux qui augmente, et de l'autre côté, le comportement qui s'améliore un peu. Mais le résultat, c'est que les dauphins et baleines, ils continuent à être perdants là-dessus pour des animaux qui sont quand même là pour vivre leur vie, se reposer, et qui n'ont juste pas demandé tout ça. Ça me permet de conclure à une question, parce que ça, c'est des réalités, et on est beaucoup à critiquer H24 les comportements d'un tel. On entend partout, c'est la faute des jet skis, ça peut être la faute des scientifiques qui se rapprochent trop proche des baleines pour les étudier. C'est la faute à tout le monde, et moi c'est un message que j'aimerais faire passer. Là je m'écarte un peu du côté scientifique, mais à vous, si vous avez l'occasion de continuer à aller voir ces animaux, parce que si vous êtes là, je pense que vous êtes amoureux de ces animaux, et on est amoureux de ces animaux en les voyant. C'est un peu votre rapport à ces animaux et à ces activités, se questionner au quotidien. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire en tant que scientifique aussi sur nos pratiques, jusqu'où on peut aller pour les étudier, jusqu'où les gens doivent aller pour les observer. Et donc, je vais vous demander un peu votre participation là-dessus. Je vous ai mis un panel de gens qui sont plus ou moins connectés avec ces animaux. Je vais faire les présentations. Donc, vous avez moi j'ai appelé Paul, c'est les photographes sous-marins, celui qui fait des belles images ou des beaux films pour National Geographic, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, qui donnent des prix. Et on les connaît tous, ces grands photographes qui protègent le vivant avec leurs photos. En dessous, vous avez un scientifique qui a un chouette prénom et qui est là pour étudier les baleines. Vous avez les touristes qui viennent à La Réunion, qui n'ont jamais vu de baleine de leur vie, c'est leur première expérience, ils ne le feront qu'une fois. Voilà, on critique souvent les touristes. Vous avez les passionnés, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui emmènent voir, souvent on crie dessus, mais les gens qui emmènent voir les cétacés sur le plan d'eau, ça reste des passionnés qui adorent ce métier-là et qui passent leur vie à faire ça. Donc qui emmènent des gens se mettre à l'eau ou voir les cétacés. Vous avez JP qui est à la ronda avec sa bière, qui n'en a rien à faire des baleines et qui râle sur tout ce qu'il voit. J'ai mis une présidente de compagnie de whale watching qui doit gérer tout son business. Et après, il ne faut pas l'oublier, je l'ai mis en haut parce qu'elle est un peu perchée, mais elle existe. C'est Marilou qui communique avec les baleines et avec son bol chantant. Et voilà. On en entend beaucoup parler, mais ça reste des gens qui ont une connexion à la nature aussi, et qui est importante. Donc, à main levée, on va répondre à la première question. Qui protège pour vous, dans ces actions, qui protège le plus les baleines? Alors, qui pense que c'est Paul, le photographe, avec ses belles images? Ouais. Qui pense que c'est le scientifique? Oui. Ok, je vous paye une bière après. Qui pense que c'est les touristes? Ouais, on n'aime pas les touristes. Qui pense que c'est la personne qui fait de son activité d'emmener les gens au quotidien voir les cétacés? Qui pense que c'est le JP? Moi. Mais je me fous pas des baleines. Ah oui, c'est bon. Qui pense que c'est Christine? Personne? Et Marilou? Dites-moi qu'il y a des Marilou. Ouais. Ça j'aime. Donc voilà. La réalité avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse en vrai. Donc pareil, protège, déranger. Sur le dérangement, c'est sûr que c'est JP qui gagne. Après, sur la protection, mais voilà, ça peut être un peu à tout le monde de réfléchir là-dessus. Et vous, c'est important aussi quand vous allez en mer. Nous, on essaye de faire l'effort, notamment avec nos bénévoles, parce que quand on va en mer, on a des comportements qu'on voit tous les jours qui sont catastrophiques. Mais juste de prendre du recul et nous se poser des questions, rien qu'en tant que nous, nos bénévoles, nos capitaines, en tant que scientifiques, jusqu'où on est prêt à aller pour avoir de la donnée. Et voilà, on voit beaucoup de changements de comportement. Là, il y a une vague notamment de clubs de plongée ou de mise à l'eau qui voient que la saison se diminue et qui arrêtent les mises à l'eau. Tout le monde commence à prendre conscience que c'est une extrême chance d'avoir tout ça ici, mais qu'il faut quand même le protéger. Donc voilà, c'est important vous, si vous avez l'occasion d'aller en mer ou de juste consommer la nature différemment, de se poser ces questions-là.
Et nous, on a une extrême chance, c'est de travailler sur les baleines à bosse, où on peut, entre guillemets, remplir des salles et poser ces questions. Mais voilà, c'est des questions de dérangement et de vivre avec la nature qu'on pourrait juste étaler sur tous les autres animaux qu'on voit. Nous, on a les chances avec les baleines à bosse, c'est tout le monde est content de les voir et on peut se poser ces questions-là, mais il faut vous poser les questions un peu avec tout ce qui vous entoure. En tout cas, si vous n'avez pas envie d'aller en mer, on a essayé de développer ou que vous avez envie, mais vous voulez aussi au quotidien voir des baleines différemment. C'est le petit côté promo. Je suis désolé, mais je dois finir par ça, sinon mon collègue Jean-Marc il va pas être content. On a développé une appli mobile cette année qui a eu un engouement génial. On a plus de 20 000 téléchargements juste à l'échelle de La Réunion. C'est une appli pays disponible en français, anglais et créole. Et le but, c'est que les gens qui sont sur le littoral peuvent signaler les baleines. Donc vous, si vous promenez depuis le littoral, donc depuis la terre, le but c'est pas de tricher et de l'utiliser en mer parce que là vous cassez tout le délire. Mais voilà, de signaler les observations. Et donc vous pouvez vous connecter en temps réel. Vous voyez si une baleine a été vue il y a une demi-heure, il y a 1 heure, il y a 2 heures. Et c'est génial, ça permet aux gens de se regrouper sur les spots, de discuter entre eux et de voir tout ce qui se passe. Donc voilà, on l'a lancé cette année, donc il y aura plein de choses à améliorer pour les années prochaines, mais elle a déjà marché à fond, donc n'hésitez pas. Bien sûr, c'est gratuit. Donc voilà, elle permet de... Et puis vous avez en plus des baleines en temps direct et d'une description de tous les spots. Il y a des spots vraiment dans l'île un peu cachés partout pour observer les baleines. Vous avez plein d'informations et des groupes de chat où les scientifiques peuvent vous répondre. Vous pouvez signaler aussi des échouages. Donc voilà, c'est assez complet. On a eu la chance d'avoir une chouette promo et plein d'acteurs qui nous ont encouragés à faire ça. Notamment Car West, je ne sais pas si vous l'avez croisé, la ligne LGO avec la belle baleine sur le bus. Mais voilà, nos partenaires qui nous ont aidés à faire ça. Et pour finir, avant de passer aux questions des menteurs, on espère, et c'est en très très bonne voie, pour l'instant on a nos petits locaux, on fait beaucoup de sensibilisation en allant un peu partout sur l'île. On a créé ce petit musée itinérant, le campus Cétacé mobile, qui se déplace partout. Le but pour nous, ça va être de créer un lieu pour recevoir tous les gens et toute cette demande que les gens veulent sur les infos pour les cétacés. Donc dauphins et baleines. Donc voilà, on a un projet qui est bien parti en route. On travaille avec la ville de Saint-Pierre pour créer une sorte de chélonia, en gros, des baleines, qui va s'appeler tout simplement Baleine, à Grand-Brun, voilà, sur un spot magnifique. Le but, ça va être de faire une sorte de tiers-lieu avec alors on va pas faire un aquarium, désolé, avec des dauphins et baleines, mais voilà, avec un musée, des espaces immersifs pour un peu tout découvrir sur les cétacés, sur les activités, sur les méthodes scientifiques, sur les menaces, ainsi de suite. Et le but, voilà, nous, ce sera d'avoir nos locaux là-bas, un petit espace de restauration pour faire des conférences aussi, même si on est très agréablement accueillis ici. Mais voilà, ça va être dans quelques années. Là, on est en train d'avancer sur tout ça, mais ça va être génial. Donc, patience. Et merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Oui. Oui, ben merci beaucoup pour cette intensité d'informations. Donc on va passer tout de suite à la première question parce qu'effectivement on a déjà bien dépassé 20 heures. Donc je suppose qu'il va y avoir plein de questions. Toujours la première un peu délicate, non? Voilà, on va y aller. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, quand j'ai fait une sortie baleine cette année, on m'avait dit, vous avez parlé des nuisances sonores dues au bateau, etc. Ouais. Et on m'avait dit que pendant les travaux au niveau de la route du littoral, les baleines se mettaient en dessous des piliers pendant les travaux en fait. Donc ça n'avait pas l'air de trop les déranger visiblement. C'est ce que m'avait dit le monsieur justement qui avait fait la sortie baleine. Du coup je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Ouais. Et du coup si ça avait vraiment dérangé les baleines ou pas du coup. Ouais, donc le chantier de la route du littoral, nous avec Globis on suit son impact depuis... nous, c'est depuis 2015, je crois qu'on suit son impact. Et ce qu'on a vu, c'est que pour l'instant, il n'y avait pas trop d'impact. Sur les baleines à bosse, en tout cas, il faut s'imaginer que c'est des animaux, c'est vrai qu'on se dit c'est elles les premières qui vont être impactées. Au final, elles restent très peu de temps dans la zone, donc elles vont passer 1 jour, 2 jours. S'il y a vraiment du son, elles vont partir. Mais voilà, ce qui est impactant en fait dans ces sentiers, c'est pour les espèces qui vivent au quotidien et à l'année là-dessus. Et les baleines à bosse, c'est très possible, comme elles adorent les faibles profondeurs, qu'elles se mettent à côté des piliers. Alors après, peut-être que ça a été observé 1 ou 2 fois à côté des piliers, mais qu'il n'y avait pas de bruit en même temps. Mais en tout cas, sur les baleines à bosse, il n'y a pas d'impact. Sur les grands dauphins de l'Indo-Pacifique, donc l'espèce de 70 individus qui sont tout autour de la Réunion,
Voilà, on les croise toujours le long de la route du littoral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact, que les mesures ont été prises, ont été bonnes. On a vu des petits déplacements un peu, des fois entre la possession, le chantier du viaduc, mais ça reste quand même minime, et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a... C'est pour ça que j'adore venir faire ici et faire des conférences, parce qu'on se pose plein de questions, enfin, vous nous posez plein de questions qu'on ne se pose pas au quotidien, donc ouais. Juste une deuxième question. Ouais. On est capable vraiment de dire que les baleines ne se nourrissent pas à La Réunion? Non, on n'est pas capable, parce qu'on ne les surveille pas H24. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas assez de nourriture pour elles, en fait, pour se nourrir complètement. Après, il y a déjà eu des vidéos qui sont sorties où il y avait un petit banc de poissons. On a déjà vu des baleines en train de s'alimenter dessus, mais ça reste quelque chose de très... qui n'arrive pas souvent, quoi. Merci. Oui, donc en fait, quand j'étais petite, il n'y avait jamais de baleine. Hein. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est dû à la chasse. Et la chasse, elle date de quand, par exemple, pour qu'elle vienne seulement depuis 15 ans? Combien de temps a duré cette chasse et ça a commencé quand, cette chasse criminelle des baleines? Pour moi, c'est surtout fin du 18e, je crois que ça a commencé. Ça a été assez long, ça pareil, je ne saurais pas te dire exactement. Mais voilà, ça s'est arrêté dans les fins des années 80. Donc voilà, il a fallu quand même un temps pour que les populations... Typiquement, je pense tous les gens en Afrique du Sud ou par exemple au sud de Madagascar. Parce que quand là, à La Réunion, des fois on parle de quelques dizaines, voire centaines de baleines. En Australie, c'est des milliers de baleines qui passent chaque année. On est sur quand même des populations qui sont beaucoup plus grandes. On a extrêmement de chance à La Réunion. Mais voilà, il faut s'imaginer qu'il y a des zones du monde où il y a encore plus d'individus qui passent. Mais voilà, donc au tout début... Forcément, quand il restait quelques milliers d'individus, elles n'allaient pas s'amuser à qu'il y ait une baleine qui aille sur chacun des sites de reproduction, sur toutes les îles qui existent dans l'océan Indien. Voilà, elles se regroupaient dans des endroits sûrement très précis. Et plus la population augmentait, du coup, il y avait trop de monde sur un même endroit. Et du coup, c'est là où elles ont commencé à redécouvrir leur ancien site de reproduction. Sinon, je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, la semaine dernière, j'ai vu une courte vidéo qui parlait des baleines. Et qui parlait qu'elles se regroupaient pour mourir. Et les chercheurs disent qu'ils ne savent pas trop si c'est... ils supposent que c'est la matriarche malade et les bruits des hommes. Et la vidéo, elle était magnifique parce qu'au départ, on les voit, elles forment un cœur. Ouais. Quand ils ont... Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu. Je l'enverrai sur WhatsApp si bah vous oui, voulez. Mais souvent, faut faire attention parce que souvent plus la vidéo est belle et plus il y a des belles histoires derrière, des formes de cœur, la matriarche qui regroupe alors que ils vivent pas en famille, donc il n'y a pas de matriarche. Donc voilà, j'ai cru entendre parler de ces endroits où les baleines mouraient, mais de là à avoir des infos là-dessus, j'en ai pas. Il y a quelques années aussi, il y a quelqu'un qui a démontré que les baleines chantaient pour se soigner. Voilà, et ça crée des groupes de soins entre baleines, elles se regroupaient pour se soigner et ainsi de suite. Donc voilà, tout est beau. Et puis quelques années après, il y avait une magnifique crème qui est sortie où il y avait des algues qui poussaient avec les champs de baleines et c'était une crème thérapeutique. On ne peut pas dire que ça ne marche pas, donc on ne peut pas dire, mais c'est pour ça qu'il faut éviter. Il faut prendre tout ça avec un peu de recul sur tous les animaux, mais c'est vrai qu'avec des animaux pareils, on est les premiers. Quand on voit des comportements, on a juste envie d'y croire. Mais il faut essayer de prendre du recul. Donc non, je ne sais pas encore ces baleines qui se regroupent en forme de cœur. Bien, j'ai compté encore 4 interventions, donc je vous propose qu'on termine avec ces 4 interventions, parce qu'il est déjà 20h30. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez répondu à une partie de ma question qui était la notion de famille. Et juste pour éclaircir, en fait, ils sont bien mâles et femelles quand même mélangés sur leur zone d'alimentation. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'ils attendent, en fait, la mise bas, je me dis, il doit y avoir des conditions particulières, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne se reproduisent pas entre l'Antarctique et la Réunion? Parce qu'ils se fréquentent, en fait, tout le reste de l'année. Ils se fréquentent, mais ça doit être, je ne vais pas dire de bêtises, mais sûrement hormonal. En fait, tous les cycles de la baleine, c'est pour ça qu'en fait, c'est tous les ans, on a exactement la même chose, parce que le but, c'est de pouvoir mettre bas que le baleineau puisse naître dans les eaux chaudes de la Réunion. Parce que si le baleineau, il naît pendant la période, même si c'est en été, en Antarctique, le pauvre baleineau qui sort avec une eau à 3 degrés, il ne va pas survivre longtemps. Je pense que la baleine, en fait, règle son cycle, et du coup, les mâles règlent aussi leur cycle par rapport à cette migration qui est parfaitement timée. Mais peut-être que si un jour, elles trouvent des aires d'alimentation, du coup, qui seront beaucoup plus proches de nos latitudes, peut-être que là, du coup, on aura un dérèglement de ces cycles et qu'on verra peut-être des baleineaux naître dans des périodes différentes. Bonsoir.
J'avais deux petites questions par rapport au chant de baleine. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un échange entre interespèces? Alors, ça n'a pas été décrit. Communication. Non. Non, ça n'a pas été décrit. Alors forcément, elles doivent capter, surtout avec les baleines à bosse qui font un boucan pas possible, les autres espèces qui passent dans le coin. Je pense souvent aux pauvres tortues qui sont là à essayer de dormir et qui se tapent du chant de baleine pendant 4 mois. Mais non, sur tout ce qui est espèces, pour l'instant, il n'y a pas eu d'échange. En tout cas, ça n'a pas été retrouvé. Elles ne chantent pas exactement en même gamme de fréquences non plus. Donc pour l'instant, ça n'a pas été décrit en tout cas. Et j'ai peut-être une autre question. Ouais. Parce que vous avez dit qu'il y avait donc un échange entre les groupes de baleines au niveau du chant. Ouais. Mais est-ce que ça dépendrait aussi des espèces autour ou vraiment que des baleines Pour l'instant, toutes les études qui ont été montrées montrent que ça dépend que des baleines. Moi, je vous ai dressé un tableau très simple où tous les baleines ont en gros le même chant. Et après, si on analyse chaque baleine, déjà ce chant il va évoluer d'année en année. Donc les baleines, elles vont reproduire les chants, mais à chaque fois, elles vont rajouter une petite note, elles vont changer un petit peu la fréquence, et ainsi de suite. Rien qu'une baleine qui chante exactement entre ces répétitions de chant, des fois, on arrive à avoir des différences. Donc voilà, elles ont assez de trucs entre elles déjà pour apporter des nouveautés, apporter des échanges. Et pour l'instant, ça n'a pas été démontré qu'il y ait un impact d'un bruit, par exemple. Même si à chaque fois qu'on les entend, l'année dernière, il y avait une note qui faisait exactement le démarrage d'un bruit de moto, là, qui faisait un... Après, ça s'arrêtait, ça repartait... Ça repartait vraiment comme une moto qui partait à Sillaos. Donc ouais, on essaye toujours de se dire. Moi, j'ai une compile comme j'ai plein de notes différentes que je nomme, des produits de la vitre, Chewbacca, tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, on n'a pas pu démontrer qu'il y ait d'incidence. Mais bon, comme les humains maintenant veulent commencer à balancer des sons et voir si les baleines répondent, peut-être maintenant on aura ça. Bonsoir. C'était concernant les scènes de chasse qu'on peut observer. Il y a quand même une certaine communication, organisation qui s'effectue entre elles. Est-ce que du coup, c'est des individus qui se retrouvent juste pour ces moments-là et qui ont ensuite très peu ou pas d'interaction? Exactement. Okay. Ouais, ils vont se regrouper. Alors ces scènes de chasse, c'est quand même très ciblé. Ça commence à être décrit en Antarctique. Toutes les vidéos qu'on voit, la plupart des baleines avec les beaux filets de bulles, c'est tout en Alaska. C'est que quelques dizaines, je crois grand max une centaine de baleines qui se regroupent là et qui ont adopté ces techniques de chasse. Donc là, on pourrait se demander si c'est toujours les mêmes baleines qui viennent. Peut-être commencerait à avoir des connexions, comme on a par exemple chez les familles d'orques qui ont une façon de chasser et tout. Mais pour l'instant, on n'est toujours qu'au début des études, donc pour l'instant, ça n'a pas été démontré. Allez, une dernière. Ouais, ça intéresse bien. On sait qu'en période de reproduction, le mâle fait tout pour éloigner le baleineau. Ouais. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à le tuer? Ça n'a pas été démontré. Pareil, pour l'instant, il n'y a pas eu de cas d'infanticide. On l'a eu, notamment à La Réunion, on l'a eu chez des dauphins, où il y a des dauphins qui ont tué un bébé d'une autre espèce pour pouvoir s'accoupler avec le dauphin. Chez les baleines, ça n'a pas été démontré, mais il peut y avoir des comportements, alors pas tuer le baleineau directement, mais qui peut produire, l'année dernière, quand on a eu cet échouage du baleineau qui est passé au-dessus de la barrière à la saline et qui passait de l'autre côté, une des hypothèses qu'on a, c'est que les gens, juste avant cet échouage, nous ont rapporté qu'il y avait une mère baleineau qui était acculée par 2 mâles au niveau de la barrière, donc il y a peut-être eu cette incidence du groupe de mâles. Voilà. Après, ils ne vont pas couler le baleineau ou le tuer, ils ne vont pas jusqu'à là, voilà, ils n'ont pas les stratégies de chasse, par exemple, qu'ont les orques, mais ces dérangements pourraient arriver à... Parce que le baleineau, il peut rester éloigné combien de temps de sa mère avant de périr? Ça, pareil, il n'y a pas eu d'expérience où on a mis en fait un baleineau très loin. Voilà, donc ça, je pourrais pas te répondre là-dessus. L'année dernière, pour dire qu'on a eu l'échouage, à la fin de l'échouage, on a passé toute la journée à essayer de sauver la baleine, et à la fin, il y a une dame qui est venue et qui m'a dit qu'il fallait qu'on se dépêche parce qu'elle perdait le lien émotionnel entre la mère et le baleineau. Donc elle a estimé cette durée du coup à 7-8 heures, si tu veux une réponse de Marie-Lou. Mais moi, j'avais pas cette réponse et je lui ai dit, je suis désolé, on a essayé de tout, mais essayez de garder le lien jusqu'à demain. Mais ouais. Merci à vous. Merci beaucoup, Adrien. Et puis, juste, si vous avez d'autres questions, je serai dehors, n'hésitez pas non plus à poser des questions, moi ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour cette magnifique conférence et toutes ces réponses. Donc je rappelle que vous devez prendre la petite feuille en sortant pour avoir toutes les conférences et que la prochaine, ce sera donc le 30 septembre, le vendredi, dans le cadre des JEP avec la pierre gravée du Topcal par Nicolas Géraudot. Et le 9 octobre, ici même, donc à l'espace Le Comte de Lille, pour la murmure de la mer. Le murmure de la mer.
Voilà, avec Hippolyte, BD reporter. Merci et bon retour. Ah oui, pardon. Je voulais le ramener pour voir si... Bon, je le mettrai dans la voiture. Pas grave. Allez. Allez, bonne soirée. En direct là-bas pour la matinée. Et puis même, non mais oui, pour le coup, c'est en journée. Les étudiants sont en train d'essayer de faire le volume des bateaux. Parce qu'il y aurait un bateau sous pression qui est entre guillemets la mer, mais une seule fois. C'est pas grave. Mais là, c'est le nombre de bateaux. Et après, mais là, c'est vrai que c'est dans la loi, c'est qu'il faut se mettre à 100 mètres. Ça va aller, ce qui est équipe de gendarmerie maritime. Les enfants de il faut s'imaginer, je pense que d'ailleurs on va parler de l'offre culturelle générale à la région, comme on aura dans l'active. Ah oui.